Bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire de quelques minutes qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses, à commencer par celle de notre rapporteur Alexandre Loubet. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Président, Directeur Général, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie. Vous avez la parole. Bien, bonjour Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc vous m'avez invité à contribuer à cette réflexion sur la Commission sur la réindustrialisation de la France. Bon, quelques mots d'abord pour situer ce qu'est notre emploi industriel en France, pour ce qui nous concerne. Total Énergie emploie 35 000 salariés en France, sur 105 000 dans le monde. On a des activités, je dirais, d'industrie lourde, en tout cas énergie intensive, puisqu'on a des raffineries, des bioraffineries, en Normandie au Havre, à Donge, dans Loire-Atlantique, Fezin en Rhône-Alpes, Lamay dans Marseille, et puis Grand Puy qu'on est en train de transformer en région parisienne. Ça, c'est connu. On a par ailleurs bien d'autres sites, des sites industriels qui relèvent de Hutchinson. Hutchinson, une société qui emploie 8000 personnes en France, 40 000 salariés dans le monde, qui est un sous-traitant automobile aéronautique, qui a 30 sites industriels en France, pour 8000 salariés, donc ce n'est pas des sites très gros, plutôt dans le centre de la France. C'est peu connu, mais il se trouve que c'est détenu par Total Énergie. Je le mentionne parce que j'y reviendrai, parce que eux, c'est un métier, je dirais, manufacturier. L'autre compagnie qui a des usines en France, qui est aussi le même domaine manufacturier, c'est Saft, avec son usine à Bordeaux, à Poitiers, essentiellement, sur la France, et puis le joint venture avec Stellantis et Mercedes ACC. Et puis on a d'autres activités industrielles en France qui sont les énergies renouvelables, si on appelle ça industriel, en tout cas, puisqu'on construit, alors on a des centrales à gaz en France, puisqu'on en a un tiers du parc français, et puis on construit des centrales éoliennes, des centrales solaires. On a quelques petites centrales hydroélectriques qui nous occupent. On investit, sur les 5 dernières années, on a investi 8 milliards d'euros en France. On a un ordre de grandeur. 4 milliards dans la transition énergétique. Alors solaire, éolien, j'en ai parlé, mais on peut ajouter biogaz, borne de recharge. C'est moins important en volume, mais c'est des investissements. On a à peu près consacré sur les 3 milliards aux raffineries. Indépendamment des modernisations qu'on a pu faire et transformations en bioraffinerie sur Lamay des Grands Puy, une raffinerie, ça demande des investissements permanents. Quand je parle de raffinage, je peux parler aussi de chimie, puisqu'on a de la pétrochimie sur pas mal de ces sites de raffinage. On fait les deux au Havre, à Fezin notamment. Et puis, le dernier milliard, il va dans les réseaux de stations-service et l'électrification de ces réseaux. L'emploi direct, l'emploi indirect, il y a à peu près 25 000 PME qui travaillent pour nous, 25 000 sous-traitants, qui représentent un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en France. Voilà, juste pour cadrer le décor. Alors après, j'ai essayé de réfléchir au thème. On m'a préparé le discours, mais je trouve que j'ai réfléchi à un certain nombre d'idées que je veux aborder devant vous sur les freins à la réindustrialisation. Je vais bizarrement pas commencer par l'énergie, parce que pour moi, c'est un frein récent, mais ce n'était pas le frein historique. Je peux même considérer que c'était plutôt un atout de la France historiquement, donc je vais plutôt le traiter à la fin. Je pense que le premier frein, il ne faut pas se le cacher, c'est ce que j'appelle le travail. Il y a deux aspects sur le travail, il y a la durée du travail et le coût du travail. En général, les deux vont ensemble. Ce pas tout à fait les mêmes éléments. Je vais regarder juste une donnée, je vais essayer d'illustrer mes propos par quelques données. Pour faire fonctionner une raffinerie en France, compte tenu des durées du travail, par rotation, par shift, il me faut 7 à 8 salariés. En Allemagne, il m'en faut 6. Ça fait que 1,5, ça fait quand même 25% plus de personnes que je dois payer et financer uniquement pour faire le même travail dans une raffinerie. Et ça, c'est les conséquences directes du temps du travail. Donc ça, c'est un premier sujet, et je pense quelque part que je ne suis pas
complètement convaincu que le temps de travail tel qu'il est dans le pratique en France, et qu'il est pratiqué en France, soit totalement corrélé aux besoins de nos industries. Il ne faut pas se tromper, si on peut faire un lien quand même quand on regarde l'histoire du poids de l'industrie dans le pays avec au moment où on passe aux 35 heures. Enfin, si on regarde les statistiques, les données, je ne vais pas vous donner à faire un cours de l'INSEE, c'est pas mon job, moi je suis ici pour vous donner des données de ce que je vois, mais on ne peut pas s'empêcher de le penser. Bon, lié à ça, il y a un coût du travail, et le coût du travail renvoie... Et c'est notamment important dans l'industrie, parce que dans l'industrie, c'est-à-dire un des intérêts d'industrialiser un pays, c'est qu'en fait, les salaires pratiqués dans l'industrie, on a plutôt les ouvriers, les techniciens qualifiés, c'est pas que les ingénieurs, ceux-là je les mets à part, qui en fait ont des salaires qui sont en général relativement mieux payés, je dirais, que les entreprises de services. 75% des salariés de l'industrie gagnent plus que 1,6 fois le SMIC. Je le dis parce qu'il y a un débat autour des cotisations et des seuils de cotisation patronale. Si on veut réindustrialiser, et compte tenu des poids des charges sociales en France, on a un sujet de bien viser justement ces techniciens qualifiés qui sont in fine des sources de consommation et je dirais, d'activité. Bon, juste encore une statistique, j'ai comparé les charges sociales patronales en France et en Allemagne, puisque j'ai une raffinerie en Allemagne. C'est 50% en France et 30% en Allemagne. Ça fait 20% de charge, c'est pas tout à fait neutre. Vous combinez le temps de travail entre ma raffinerie de Leuna et ma raffinerie de Normandie, entre ce que je vous dis sur le nombre de personnes que je dois avoir plus le coût, vous en arrivez à la fin à un écart significatif. Je peux pas m'empêcher de penser que le débat qu'a lancé le président de la République lors de son récent interview est le bon. Je pense que, et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a un lien avec l'industrialisation. Je pense qu'on ne peut pas continuer à faire porter aux entreprises françaises le coût de la protection sociale comme on le fait, notamment via les cotisations patronales. Parce qu'en fait, quelque part, ça consiste à renchérir, comme je viens de vous l'expliquer, en comparant France et Allemagne, les coûts des produits qui sont fabriqués en France. Et je pense que le débat qu'il a introduit sur le transfert d'une partie de ces charges sur la consommation est du point de vue industrialisation un vrai débat, puisque quand vous importez, vous taxez pas seulement les produits français, mais les produits que vous importez également, quand vous taxez la consommation, quand on taxe la consommation. Donc je pense qu'il y a là un sujet, je sais que c'est un sujet sur lequel la représentation nationale débat, mais qu'on ne peut pas éviter si on veut traiter de la question du coût du travail en France, parce que bien évidemment, comme aucun d'entre nous n'est prêt dans notre pays à juste titre à renoncer au niveau de protection sociale, si on veut favoriser le coût du travail, notamment industriel, il faut trouver d'autres sources de financement et je pense que celle-là devrait être explorée. J'en profite aussi pour dire que je sais que régulièrement vient de cette assemblée un débat autour du CIR, le fameux CIR, mais le CIR c'est quoi d'autre? C'est simplement en fait une façon de diminuer le coût de l'ingénieur qui fait de la R&D en France. On retombe sur cette notion de coût du travail. D'ailleurs, honnêtement, les ingénieurs, en général, ils travaillent plus que les 35 heures. Donc, c'est pas une question de temps de travail pour eux, mais c'est plutôt une question de coût du travail. Et le CIR, c'est finalement, qui est régulièrement débattu, un moyen de compenser ces charges de l'ingénieur. Et honnêtement, ça marche. Enfin, moi, je vous le dis, l'essentiel de notre R&D est localisé en France. Et de ce point de vue-là, on peut dire ces 50 millions d'euros que reçoit Total Energy ou tout CIR, c'est une aide. Non, je pense que moi je le vois plutôt comme une compensation des charges patronales sur une catégorie et qui fonctionne parce que j'ai l'essentiel de ma R&D qui est encore localisée en France. Et c'est, ça me paraît d'ailleurs, R&D qui est source d'innovation, qui va irriguer et qui est source aussi d'ailleurs d'écosystèmes qui fonctionnent bien. Donc je pense qu'il faut voir le CIR aussi comme cela. Pour moi, c'est un moyen de lutter contre le coût du travail. Donc ça, c'est le premier volet, travail, temps de travail, coût du travail, que je voulais soulever. Deuxième volet, j'ai eu l'occasion de l'aborder récemment, c'est la question, je dirais, des formalités, du poids des processus administratifs dans notre pays, le poids des procédures. Je vais prendre quelques exemples. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Attendez, j'ai classé ça par dossier, donc il faut que je le retrouve. Le temps d'instruction moyen d'une usine solaire en France, pas très grosse, 50 mégawatts, c'est pas beaucoup, 48 mois. 48 mois. Le temps, pour la même usine solaire en Allemagne, il me faut 24 mois. Pour la même usine solaire aux États-Unis, il me faut 6 mois. 6 mois, 24 mois, 48 mois. C'est pas une question de manque de diligence des administrations françaises, il ne faut pas se tromper sur mon propos, c'est plutôt que on a tendance à empiler des procédures. Je me suis fait faire pour une liste de toutes les autorisations qu'on doit demander pour faire une ferme solaire.
Je n'ai pas parlé des fermes éoliennes parce que là, on est dans un autre espace et je sais que ça prête à plus de débats sur leur acceptabilité. Donc je me concentre sur les fermes solaires, mais honnêtement, il nous faut des autorisations environnementales, des permis de construire, un dossier de loi sur l'eau, un dossier pour les espaces protégés, un dossier pour le défrichement, un dossier pour l'étude hydraulique, un dossier... Bon, en fait, on empile des dossiers, il n'y a pas de notion de guichet unique. Vous avez voté une loi sur l'accélération... pour la promotion des énergies renouvelables il y a 2 ans, on n'en voit pas vraiment les effets sur le terrain. Les statistiques ne bougent pas. Enfin, je suis désolé de vous le dire, c'est la réalité. Donc on a un vrai sujet quand même qui, pour les industriels, quand on fait des choix d'investissement, cette question, je dirais, est importante. Je vais prendre un autre exemple. On a transformé la bioraffinerie de Grand-Puy. Je me suis fait donner là aussi les éléments du processus. On a annoncé le projet, si je me rappelle bien, en mai 21. Il va nous falloir, in fine, on va le démarrer début 2026. Un projet de 400 millions d'euros, qui est pas... Et ce n'était pas du tout le plan que nous avions, puisqu'on a arrêté la raffinerie, qu'on avait des employés, qu'on voulait pouvoir les remettre au travail rapidement, donc nous, on visait plutôt 24. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a d'abord expliqué, pour un site qui existait, qu'il fallait faire une commission nationale du débat public, qui a duré de septembre à décembre 2021. Et honnêtement, sans soucier, encore une fois, je ne me plains pas de la diligence de l'administration, qui fait au maximum, enfin, qui a considéré que le dossier était important. Donc, c'est pas une question de manque de diligence. C'est plutôt que on fait face à on empile des procédures. Donc, une première enquête publique, dont, objectivement, je vais vous dire, il n'y a pas eu de réel pessimisme, parce que le site existait déjà, il était déjà accepté par le voisinage. Donc, faire une commission nationale d'un débat public pour un site qui existe, où on veut simplement transformer les unités, je pense que là, il y a un dévoiement de l'objectif initial de cette commission nationale de débat public. Ce n'était pas un projet national, même s'il coûtait 400 millions d'euros. Donc, je pense que ça mérite réflexion. Après, qu'est-ce qu'on a dû faire ? Une fois qu'on a fait ça, on nous a demandé, il y avait un dossier pour être une plateforme industrielle. Donc, j'ai découvert que maintenant, il fallait signer des contrats de plateforme. Donc, on est reparti pour une petite année, puisqu'on l'a obtenu, celui-là... on l'a obtenu au bout d'1 an. Après, il a fallu déposer le permis de construire, mai 2022. On a obtenu l'autorisation des travaux, finalement, en juillet 23. Donc, il a fallu 2 ans de procédure avec 2 enquêtes publiques successives pour arriver à obtenir le permis de construire, pour nous commencer à autoriser les travaux, alors qu'on était l'arme au pied depuis une bonne année. Bon, l'autorisation d'exploiter, on l'a obtenue en décembre 23. Bon, voilà. Non, mais c'est juste pour dire que tout ça... Si vous avez envie d'investir, honnêtement, sur un sujet pareil, j'étais naïf parce que moi, je pensais qu'on pouvait être capable de faire ça en 3-4 ans. En tout cas, ce n'était pas un problème de financement de notre part. On n'a demandé aucune aide, etc. Le projet était bien établi. Donc ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Et ça renvoie quand même à un empilement de procédures diverses. Je ne dis pas qu'aucun des sujets ne soit pas légitime. J'ai cité les espèces protégées, l'eau, chacun est légitime. Simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen d'avoir une procédure qui regroupe tout ça et pas quand même 2 enquêtes publiques pour investir 400 millions d'euros sur un site existant ? Je ne suis pas certain que ça aide vraiment à la fin à faire en sorte que l'environnement soit mieux pris en compte. En l'occurrence, je pense même que ça apporte des fins limitées. Bon, quand on parle de complexité, j'ai parlé de permitting, enfin de dossiers de durée des permis globalement, sujet sur lequel je pense qu'on peut s'interroger sur des notions de guichet unique, de rationalisation de ces procédures. On devrait pouvoir quand même faire mieux. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'ensemble d'autres pays. Bon, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer également, bien sûr, le fait qu'aujourd'hui, il y a en matière environnementale un accroissement des normes environnementales avec un risque de pénalisation, d'ailleurs, pour être clair. Nous, on voit une tendance à la pénalisation des dossiers. Bon, l'Europe a, bien sûr, ajouté un certain nombre d'éléments avec le Green Deal. Je ne passe pas sur les 16 000 pages. La taille de notre CSRD, c'est quand même 350 pages. Donc, cette année, bon, je ne suis pas certain que ceux qui étaient destinataires l'ont vraiment lu. D'ailleurs, la preuve, c'est que je viens de faire mon assemblée générale, j'ai eu des tas de questions dont la réponse était dans la CSRD, donc on va les renvoyer à la lecture du document. Mais je pense qu'il y a quand même là, j'ai noté que il y a même pire que la CSRD. Bon, qu'on a d'ailleurs tendance quand même chez nous un peu à surtransposer. Enfin, je passe le message. On s'est précipité à surtransposer la CSRD. Donc, les grandes entreprises françaises ont été obligées d'appliquer la CSRD pendant que les grandes entreprises allemandes ne l'ont pas eu, puisqu'il se trouve qu'elles avaient eu le bon goût pour une fois d'attendre. Alors, peut-être parce qu'il y avait un changement de gouvernement, enfin, de l'administration, et que quand le Bruxelles a dit, on peut suspendre son application, nous, on était déjà là, et puis, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on n'a pas trouvé le moyen de surseoir chez nous d'une année ou deux. Bon, enfin, ça fait partie des choses qui...
cette volonté, cette capacité parfois à se transposer me surprend. J'ai vu que le président Macron a demandé d'écarter les SAS3D. Je ne peux que m'en réjouir, parce que là, on atteint dans les textes réglementaires et punitifs, on atteint quand même un sujet qui est d'ailleurs sur le fond. Je veux dire, encore une fois, demander aux entreprises de s'occuper des droits humains auprès de leurs fournisseurs et s'assurer que la qualité du travail se fasse, ça me paraît louable, je ne remets pas. À la fin, le texte européen, on nous demande de le faire sur plusieurs niveaux de sous-traitance qu'on est totalement incapable de faire. On nous menace, je ne sais pas quel pourcentage de notre chiffre d'affaires, c'est complètement hallucinant. Puis là-dedans, c'est glissé au milieu un article 22 sur les plans climat qui les oblige à être 1,5, qui n'a rien à voir avec le sujet. Et donc, donc je me réjouis que le président ait dit qu'écarter la CS3D. J'espère que ça sera bien la position que la France adoptera dans les débats à Bruxelles. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc je pense qu'il y a un sujet qu'il faut quand même... Donc il faut retrouver, je pense, là-dessus... si on veut attirer l'investissement industriel, et c'est pour un groupe comme le nôtre qui investit dans plusieurs géographies, ben on compare quelque part les poids de toutes ces réglementations. Et je le redis, le risque juridique et le risque pénal lié à ces réglementations qui augmente est bien évidemment pris en compte lorsqu'on regarde où est-ce qu'on s'implante et où est-ce qu'on veut investir. Lié à ça, un autre exemple qui rejoint une autre problématique qui est le foncier, et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le mot ZAN devant vous. Il y a une bonne loi qui a été votée par vos collègues du Sénat, qui serait bien que vous la repreniez ici un de ces jours, qui s'appelle Trace, je crois, qui essaie d'avoir une ZAN concertée. Parce que là encore, je pense que l'objectif d'essayer de mieux aménager l'espace, on ne peut que le partager. Après, c'est la façon dont tout ça doit être mis en œuvre. Et aujourd'hui, il y a un sujet foncier, parce que le résultat de cette loi, pour l'instant, c'est que le foncier en France a augmenté. Ça, c'est très pratique. Et donc, notamment, lorsque vous voulez faire des fermes solaires, ben, les terrains coûtent plus cher, il y en a moins. Donc ça, ce sont des textes qui partent je pense à chaque fois, qui partent d'une vraie intention louable sur les principes, mais qui se traduisent par des effets qui compliquent la vie lorsqu'on veut installer des sites industriels dans le pays. Ça, c'est le deuxième paquet que je voulais évoquer. Un mot, parce que je peux l'empêcher devant vous, de la fiscalité. Je pense que tous mes collègues qui sont passés devant vous ont dû vous le dire. Nous, ce qu'on rêve, c'est la stabilité fiscale. Nous l'avons eu de 2017 à 2024, globalement, donc je peux que m'en réjouir. Ça a commencé à tanguer pour 2025. Certains de mes collègues et moi-même avons eu l'occasion de nous exprimer. Je peux que redire que c'est essentiel. Parce qu'on a investi dans l'industrie, on a besoin de moyens long terme devant nous. Donc tout ce qui est stable est quand même mieux. Et puisque je suis là, les impôts de production, vous connaissez le sujet, qui est un sujet qui est un peu comme les charges sociales, qui est un sujet qui est rémanent. C'est encore le fait que je comprends qu'ils font 2,8% du PIB en France contre 1% en Allemagne. Là aussi, j'ai comparé France et Allemagne. Je ne peux que répéter que c'est pas favorable à l'investissement industriel en France. Bon, j'en viens au dernier sujet qui est l'énergie. Sur l'énergie, je voudrais partager, pour éclairer le débat, quelques chiffres avec vous. J'ai demandé, là encore, qu'on me donne le coût actuel de l'électricité et du gaz dans les divers pays où nous avons des raffineries. Comme ça, j'ai des vrais chiffres, moyenne de 2025. Donc, sur l'électricité, aux États-Unis, au Texas, puisqu'on est une raffinerie, nous payons en ce moment 45 € par mégawattheure. Nous payons en France, aujourd'hui, grâce à l'Arenh, qui va s'arrêter en 25, 62 € du mégawattheure. S'il n'y avait pas l'Arenh, nous serions à 80 € du mégawattheure. L'Arenh va disparaître. Nous payons en Belgique 83 € du mégawattheure et en Allemagne 78 € du mégawattheure. Donc aujourd'hui, il y a un différentiel favorable à la France que je vous ai écouté. Enfin, il est défavorable sur les États-Unis, il est favorable sur Allemagne, Belgique. C'est à peu près 20 € par mégawattheure, c'est à peu près ce qu'on voit d'ailleurs en permanence sur les marchés. Notamment soutenu par le fait qu'il y a cette Arenh dont bénéficient un certain nombre d'industriels électro-intensifs et qui pour l'instant n'est pas remplacé. Donc pour l'instant, on va aller dans le marché. J'avais exprimé l'idée que peut-être qu'on pouvait surseoir à sa disparition, ça n'est pas retenu. En fait, ça correspondait simplement au fait que c'était un système prévisible. L'avantage de l'Arenh, c'est qu'il était prévisible, pas nécessairement à 42 € par mégawattheure. Je pense qu'il avait deux défauts, ce sujet. Pas beaucoup d'ailleurs, malgré ce qu'on a dit. Un, c'était une option gratuite, alors notamment
une option gratuite, c'est pas une très bonne idée. Si quelqu'un opte pour un tarif, il doit payer, il peut pas s'en aller parce que le tarif est plus bas. Ça, l'option gratuite. Et ça, je pense qu'on aurait pu se mettre d'accord pour arriver à le corriger. Le deuxième, c'est que sans doute le 42 € historique était un peu bas aujourd'hui pour prendre en compte les grands carénages et que, je sais pas si c'est 55-60 dans les raccords de la Creux, mais je pense qu'on aurait pu retrouver un système stable. Bon, c'est pas la voie qu'on a choisie. Le résultat pour l'instant, c'est qu'on on sait pas où on va. Ce qui est un problème, naturellement, quand on est industriel. Je vous donne juste les chiffres pour le gaz, puisque j'ai aussi demandé les chiffres pour le gaz. Bon, aux États-Unis, ma raffinerie paye 10 € du mégawattheure le gaz. C'est pas cher. Et là, il y a très peu d'écart entre les pays européens, 40 en France, 38 en Belgique, 39 en Allemagne. L'écart, en fait, la molécule vaut le même prix, tout le monde paye le même prix du gaz en Europe, et on ne le produit pas. Donc, l'écart vient après de la façon dont les coûts de transport sont ou non dégrévés. Mais c'est minime, je dirais. Donc, simplement, l'écart, c'est 10 € du mégawattheure de gaz aux États-Unis, 40 en Europe, en ce moment. Voilà, juste pour vous donner des éléments chiffrés. Alors, derrière tout ça, quand on réfléchit sur le prix de l'énergie, le prix, c'est des molécules ou c'est des électrons, mais après, c'est aussi des taxes et des coûts de transport. Or, là-dessus, les États ont la capacité à agir. Les directives européennes permettent, pour un certain nombre de... On ne sait pas où on va, ce qui est un problème, naturellement, quand on est industriel. Je vous donne juste les chiffres pour le gaz, puisque j'ai aussi demandé les chiffres pour le gaz. Bon, aux États-Unis, ma raffinerie paye 10 € du mégawattheure le gaz. C'est pas cher. Et là, il y a très peu d'écart entre les pays européens, 40 en France, 38 en Belgique, 39 en Allemagne. L'écart, en fait, la molécule vaut le même prix, tout le monde paye le même prix du gaz en Europe, et on ne le produit pas. Donc, l'écart vient après de la façon dont les coûts de transport sont ou non dégrévés. Mais c'est minime, je dirais. Donc, simplement, l'écart, c'est 10 € du mégawattheure de gaz aux États-Unis, 40 en Europe, en ce moment. Voilà, juste pour vous donner des éléments chiffrés. Alors, derrière tout ça, quand on réfléchit sur le prix de l'énergie, le prix, c'est des molécules ou c'est des électrons, mais après, c'est aussi des taxes et des coûts de transport. Or, là-dessus, les États ont la capacité à agir. Les directives européennes permettent, pour un certain nombre d'industriels qui sont relativement fortement énergivores, de faire des dégrèvements, ce que la France utilise aujourd'hui d'ailleurs. La France a des abattements significatifs, les taxes sur l'électricité, sur le gaz, sur le transport, qui, là aussi, même sujet, on ne sait pas ce qui se passe post-2025. Ce qui n'est pas qui peut nous inquiéter parce que ça peut représenter 20 € du mégawattheure. Donc le message que je passe, c'est que dans ce sujet près de l'énergie, il serait bon qu'on garde les diverses axes pour les industriels au niveau le plus bas. L'Allemagne, d'ailleurs, est intéressant d'observer ce que vient le contrat de coalition allemand qui vient d'être le gouvernement, puisque eux, ils ont explicitement prévu dans leur contrat de coalition non seulement de maintenir ces taxes à un niveau bas, mais même de faire des rabais supplémentaires, semble-t-il permis par le cadre européen, de façon à favoriser les énergies, les industries qui sont exposées à la concurrence et qui sont énergie intensives. Ça, c'est un choix de la représentation nationale. Je pense que dans le débat, d'ailleurs, je ne demande pas à EDF de nous faire des rabais. C'est pas EDF, une entreprise qui doit être bien gérée. Après, si on fait des choix de fiscalité pour favoriser certaines industries, c'est à mon avis à l'État de le décider, à la représentation nationale. C'est pas nécessairement à EDF de subventionner certaines industries. Je sais bien que EDF appartient à 100% à l'État, mais par contre, on doit être capable d'établir avec EDF des contrats qui fonctionnent. Un commentaire sur les CAPN. Les CAPN, c'est pas qu'un problème de prix que nous avons, qu'on ne s'est pas mis d'accord. De ce point de vue-là, d'ailleurs, moi j'ai plutôt incité mes raffineurs à regarder les contrats Excelsium et élargir et allonger Excelsium, qui fonctionne bien. Excelsium, aujourd'hui, on doit pouvoir signer à 55 € par mégawattheure et ça satisferait pas mal d'industriels qui y sont. Si on arrive à l'étendre, ça serait une bonne nouvelle. C'est une autre voie. Qu'est-ce qui nous pose problème dans le CAPN? C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce contrat, il demande à l'industriel de prendre à sa charge une partie des coûts, des risques du producteur. Et honnêtement, moi, nous produisons de l'énergie dans le monde, vendons de l'énergie à tous nos clients. Dans aucun contrat, je ne demande à mes clients de prendre dans leur prix le risque de mon coût de production ou de mon investissement.
Or, aujourd'hui, ce qu'on nous demande dans ces CAPN, c'est de prendre en charge potentiellement un risque d'augmentation des coûts, risque non plafonné. On nous demande de prendre en compte un risque sur la disponibilité du parc nucléaire. Moi, je ne sais pas. Enfin, moi, encore une fois, nous sommes un des plus gros producteurs d'énergie, de gaz naturel liquéfié. Quand je le vends à des clients, c'est moi qui prends les risques de quel est le coût du gaz que je produis, quel est le coût de mon usine de GNL, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle ne fonctionne pas, c'est moi. Et il ne me viendrait pas à l'idée une seconde de demander à mon client de prendre en charge ce risque de risque. Donc moi, indépendamment du débat sur les prix qui anime la presse, il y a un autre sujet, je trouve, qui est le risque qu'on veut transférer du producteur vers les clients. Et c'est une partie qui me paraît poser question. Je vais pas. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire d'abord que j'avais noté sur le mot énergie. J'avais noté enfin un dernier point quand même qui me permet de le dire. Bon, dans l'énergie, dans les coûts de l'énergie, il y a bien sûr ce que je viens de dire sur les taxes, les molécules, les électrons de base. Et après, il y a le carbone. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, lorsqu'on parle du prix de l'électricité, vous avez tendance à dire le prix de l'électricité, c'est un mauvais système parce que c'est le prix au coût marginal et c'est le gaz. Non, c'est le gaz plus le CO2. Et quand on parle d'un prix de l'électricité à 50 € du mégawattheure, avec un CO2 à 60 € la tonne, on en a pour 15 à 20 € de CO2. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ça, c'est un vrai choix, là encore, pour le coup, qui ne dépend pas du marché mondial du gaz ou de l'approvisionnement, qui est un choix collectif. Je ne suis pas contre la tarification du CO2. La question qu'il faut se poser, c'est lorsqu'on est désynchronisé par rapport au reste du monde, parce qu'en fait, nous n'avons pas réussi à vendre aux autres pays l'idée qu'il fallait tarifer, donner un prix au CO2, on se retrouve décalé. Je le dis parce qu'aujourd'hui, en Europe, tout le monde attend la mise en place de la taxe, je ne sais plus comment elle s'appelle, CBAM, là, la Carbon Border Adjustment Mechanism, et que du coup, on s'apprête à démanteler les systèmes de quotas gratuits avant même de l'avoir mis en place et d'avoir vérifié que ça fonctionne. Moi, là-dessus, je pense je le dis parce que j'ai écouté Mario Draghi, j'ai lu son rapport. Ce n'est pas un industriel qui le dit qui aurait son intérêt, c'est Mario Draghi qui est un sage, qui dit lui-même qu'il faudrait peut-être quand même, avant que de commencer à enlever les quotas gratuits, s'assurer que le CBAM fonctionne et que ce n'est pas la ligne Maginot. C'est pas, parce que c'est diablement complexe à mettre en œuvre, cette affaire. Bon, ce n'est fait que sur certains produits. Et on pourrait se retrouver, et ce serait quand même dommage, avec des industries qui sont exposées, encore une fois, je ne parle pas pour tout le monde, c'est des industries qui sont exposées à la concurrence internationale, tout le monde ne l'est pas, et qui pourraient se retrouver dans encore une fois, un manque de compétitivité lié à un prix du carbone supérieur, parce que si on enlève les crédits, les quotas gratuits sur l'ensemble d'industries, eh bien, on va renchérir finalement le coût de leur énergie via le carbone. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire en introduction pour introduire un peu les diverses catégories, je dirais, de freins, pour reprendre, donc freins, le travail, freins, je dirais, l'environnement administratif, enfin les procédures et un certain nombre de normes qui aujourd'hui coûtent cher, un frein fiscal et un frein lié à l'énergie. Voilà, pour introduire le débat. Et puis je suis prêt, bien évidemment, à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour votre propos liminaire qui était, je crois, très instructif pour chacun d'entre nous. Je commencerai par vous poser 2 ou 3 questions concernant des sujets que vous n'avez pas abordés dans vos éditions précédentes récemment, dans diverses instances, notamment publiques. Ma première question concerne le financement de notre économie et le financement plus globalement boursier et en fonds propres des activités de Total et au capital de Total. Si je fais un raisonnement macro en lien avec votre entreprise, si le PIB des États-Unis et de la zone euro avait été égaux dans les années 90, aujourd'hui il y aurait 30 points d'écart de PIB. Si nos PIB avaient été égaux au lendemain de la crise financière de 2008, aujourd'hui il y aurait 16 points d'écart de PIB. Ce qui fait que je pense qu'on peut faire le constat collectif que l'Europe, et la France en particulier, ne parvient pas à créer autant de richesses que le continent ou que la puissance américaine. Et nous considérons, en tout cas pour les députés de mon groupe,
qu'on a un vrai sujet à la fois de financement boursier et de financement en fonds propres, notamment de nos champions industriels, qui constituent un vrai frein à la réindustrialisation de notre pays, faute de financement suffisant. Et ce qu'on constate, me semble-t-il, c'est que Total Energy fait face à une forme de sous-capitalisation en termes relatifs par rapport à ses concurrents, notamment nord-américains, alors que votre entreprise est l'une de celles qui finance le plus la transition écologique parmi les entreprises de votre secteur et de votre industrie. Pouvez-vous nous faire un point, en premier lieu, sur les mesures que nous devrions porter pour stimuler la capitalisation de votre entreprise et pour stimuler le financement de votre entreprise en fonds propres que nous pourrions également appliquer aux autres entreprises de notre économie? Ma deuxième question concerne les alliances industrielles européennes, les fameux PIEC. Total est partie prenante dans des entreprises comme ACC, qui est une entreprise, disons, iconique de la fameuse alliance industrielle, le PIEC des batteries, qu'on a tenté de mettre en œuvre au niveau du continent européen à la suite de la crise Covid. Considérez-vous, au moins sur le principe, et puis ensuite dans la mise en œuvre, que ce type d'alliance industrielle à l'échelle européenne peut nous permettre de faire contrepoids à la puissance financière et industrielle chinoise et américaine? Enfin, ma troisième question, dans la première salve, concerne ce que vous avez mentionné sur le CBAM, le MACF. Je partage votre avis de dire est-ce que vraiment c'est une bonne idée de revenir sur des lois que nous avons adoptées au moins à l'échelle européenne avant même qu'elles soient mises en œuvre. Ceci dit, considérez-vous au moins sur le principe que d'étendre la taxation environnementale, cette taxation verte, cette taxe carbone, aux produits finis importés sur le continent européen peut enclencher une dynamique vertueuse si nous consacrons les recettes de cette taxe carbone aux frontières à 100% au financement de la baisse des impôts de production de nos propres entreprises. Donc si nous appliquions un principe simple qui était de dire on taxe l'importateur chinois ou américain qui pollue pour importer en Europe pour baisser ou pour supprimer les impôts de production de nos propres entreprises, nos entreprises françaises, considérez-vous, au vu des législations qui sont adoptées dans d'autres pays mondiaux, que ce serait une logique fiscale positive pour vos activités en Europe? Je vous remercie. Voici mes trois premières questions. Ok. Alors, la première question est bizarrement assez compliquée. Oui, c'est bon, je vais parler, j'en suis là. Merci. Parce qu'il y a deux sujets. Il y a Total Energy et puis il y a la question de l'industrie française. Bon, Total Energy n'est pas sous-capitalisé. Loin s'en faut. Total Energy a tout ce qu'il faut, un bilan solide. Ce qui s'est passé chez nous, et je vais me mettre à part, parce qu'il se trouve que nous avons le mauvais goût, visiblement, de travailler, de produire de l'énergie fossile. Et visiblement, ça pose un problème à pas mal de questions, même si c'est tout ce qui nous fait vivre aujourd'hui, et notamment en Europe et en France, surtout en France d'ailleurs. Donc il se trouve qu'on a fait face à un phénomène assez étonnant, où là, il y a depuis 5 ans, là où le capital, c'est plutôt la détention du capital, il n'y a pas de sous-capitalisation, le capital est détenu à 30% par des actionnaires institutionnels français, aujourd'hui c'est 14%. Et les 16% ont été remplacés, donc j'ai pas perdu de capital, par des investisseurs américains, qui visiblement ont moins peur d'investir dans une entreprise qui produit du pétrole et du gaz et qui par ailleurs investit 30% de ses investissements dans l'électricité, les énergies renouvelables et d'autres énergies décarbonées. Donc ça, c'est un sujet spécifique parce qu'il se trouve que j'ai pas beaucoup d'entreprises qui sont dans mon secteur et donc je ne peux que regretter. Et là-dessus, les politiques qui ont été menées, et notamment en France, consistant à expliquer à dire que nous étions non responsables et qui a conduit un certain nombre d'investisseurs, et notamment français, à quitter notre capital. On les remplace. C'est frustrant, mais c'est comme cela. Après, il y a la deuxième question, plus largement, la question de l'accès au capital en France et en Europe. On le sait, hein, aujourd'hui, on a un vrai sujet de comment diriger l'épargne française et l'épargne européenne vers en fait, les entreprises, vers du capital, vers des prises de risques, vers des actions. L'épargne française, et vous avez regardez ce que fait l'assurance vie en France, c'est largement à la fin des bons du trésor de l'État. Donc on finance la dette, il y a moins de risques, il y a moins de capital qui va les entreprises. D'ailleurs, l'autre partie de l'épargne, il y a 200 milliards d'euros de l'épargne européenne qui part chaque année à s'investir aux États-Unis sur des actions. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faudrait avoir, qui est comment on peut mieux diriger l'épargne. Et notamment en France, il y a un énorme gisement d'assurance vie vers des entreprises industrielles, commerciales, avec un peu plus de prise de risque. C'est pas un débat qui est le mien, je suis pas l'expert, mais il me paraît évident que c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir collectivement.
Dès qu'on parle de capitalisation, on parle de le vrai atout aujourd'hui du capitalisme américain, c'est en fait profondément ce qu'on n'a pas le droit de dire en France, c'est les fonds de pension qui génèrent des fonds gigantesques, qui investissent en actions, qui investissent dans l'économie directe, réelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est eux-mêmes, d'ailleurs, ces fonds de pension qui investissent chez Total Energy. Et aujourd'hui, on a un capital qui est à 49% américain. Mais encore une fois, ça c'est spécifique à Total. Voilà ce que je veux dire pour la première question, je peux creuser. La deuxième, les PIEC. Alors on a effectivement, on a deux PIEC en fait chez nous. On a un gros PIEC qui est le PIEC batterie, puis on a un tout petit PIEC qui est PIEC hydrogène. PIEC batterie, je veux dire, sans le PIEC, il n'y aurait pas eu de ACC. Donc un premier point. C'est un PIEC important. Alors après, sans, je dirais, une alliance de plusieurs entreprises européennes, je ne suis pas sûr qu'il y aurait ACC non plus. Enfin, je veux dire, on ne serait peut-être pas lancé dans cette affaire. En tout cas, moi, Total Energy, nous nous sommes lancés à pas feutrer sous la pression de pas mal de collègues, y compris d'ailleurs les constructeurs automobiles. Le fait qu'ils étaient deux était pas mal. Bon, à la fin, c'était un peu compliqué à gérer parce qu'il se trouve que on n'est pas totalement alignés dans cette affaire, puisque eux, en tant que clients de ACC, ils veulent les batteries les moins chères possibles. Nous, en tant que simplement actionnaires d'ACC, on voudrait qu'ACC ait des comptes qui soient à peu près à l'équilibre, et pas simplement une machine à subventionner nos amis constructeurs automobiles. Mais indépendamment de ça, je pense que c'est une aventure industrielle. Bon, comme toute aventure industrielle, on le savait, hein, Total s'est joint à ACC parce qu'en fait, nous possédons Saft, j'en ai parlé, qui est un des rares industriels des batteries en Europe. Donc on avait une techno, on le savait. Saft n'est pas un expert de la batterie de masse pour véhicules, pas du tout, mais on avait les technos, donc on avait averti tous nos partenaires sur le fait que c'était pas facile de démarrer des usines de batteries. C'est ce qu'on voit, ça s'améliore. Moi, il faut pas, on a tendance à vouloir croire que c'est pas une usine de batterie, on n'appuie pas sur un bouton, c'est pas des robots qui tournent, non, c'est des usines de chimie fine, et en fait, il se trouve que les techniciens et ouvriers dans ces usines, ils doivent apprendre une espèce de, comme des pâtissiers, un savoir-faire pour faire la pâte avant d'arriver à faire tourner l'usine. On est en train de progresser, donc il y avait des taux effectivement de rebut, mais qui pour les ingénieurs de Saft, ne nous surprennent pas. Peut-être que nos collègues constructeurs automobiles s'apprêtaient à penser qu'ils auraient tout de suite des batteries disponibles. On savait que ça prendrait un peu de temps. Donc là-dessus, il faut qu'on peut dire persévérer. Bon, les actionnaires regardent comment ils vont faire, et je dirais, sans le PIEC, encore une fois, on n'aurait pas fait. Une des difficultés qu'a fait ACC, par ailleurs, par rapport au business plan qu'on avait établi, c'est le coût de l'énergie. Parce que dans une de batterie, et qu'on n'avait pas prévu. Et là, je nous en veux à tous, parce qu'à l'époque, j'avais demandé qu'on puisse négocier un contrat d'électricité à moyen terme. Ça n'a pas été fait. En 2020, l'électricité n'était pas chère. Aujourd'hui, elle est plus chère. Et le résultat, c'est qu'une partie des problèmes économiques d'ACC, c'est aussi le coût de l'énergie, puisque toutes ces batteries, il faut les mettre en charge, et ça coûte plus cher aujourd'hui que ça coûtait dans les business plans. Bon. Donc, le PIEC, bon, je vous rajoute d'ailleurs qu'un PIEC, par rapport à la question qu'il y a une clause de retour à bonne fortune, puisque, en fait, on est assez limité en rentabilité, hein. Le PIEC, il faut avoir en tête que si on fait plus que 8% de rentabilité, tout ce qui est au-dessus repart à l'État et à l'Europe. Donc, par rapport à mes propos que j'ai pu tenir dans une autre assemblée, je confirme que je suis cohérent, y compris sur ACC. Je m'applique à moi-même tout ce que je dis. Donc, et en l'occurrence, je ne pense pas qu'on atteindra, j'ai peur qu'on atteigne difficilement les fameux 8%, mais ce n'est pas le sujet. Poursuivons, il y a une stratégie, on va essayer de faire en sorte que tout ça essaye d'avancer. Alors, MACF, taxe carbone et impôt de production. Monsieur le Président, bon, d'abord, il faudrait que MACF, je vous ai fait part de mes doutes, fonctionne. Moi, avant de voir j'attends de voir comment, d'ailleurs, au passage, dans les débats sur les commerces actuels, rajouter la taxe carbone aux frontières dans les débats avec nos collègues américains, ça va être intéressant, pour voir comment ça va mettre en place. Et puis pour l'instant, ce qu'on prévoit, c'est pas de le faire sur tous les produits, hein, c'est assez limité. Hein. Il y a 5 secteurs, autant que je me rappelle, qui sont pas nécessairement les plus compliqués. Notamment, je vous rappelle que les voitures, ça peut rentrer en Europe. Hein. La taxe carbone aux frontières, elle s'applique à des composants, mais pas à l'objet. Donc moi, je pense que le scénario dans lequel vous vouliez me transporter d'une taxe carbone sur tous les produits, oui. Je veux dire, à partir du moment où on veut un prix du carbone en Europe, et qu'on veut le prix du carbone parce que c'est un bon outil pour pousser les choix des consommateurs, des industriels, de tout le monde vers des produits moins carbonés, et que l'on n'arrive pas à en convaincre le reste du monde, effectivement, si on ne crée pas une bulle
pour nous-mêmes, on n'est pas cohérent. Ça, c'est clair. Donc, on ne pourrait que souhaiter un mécanisme général. Mais on en est loin. C'est pas du tout ce qui est prévu pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait après qu'est-ce qu'on fait des revenus si ce système fonctionne? Moi, j'aurais tendance, avant de dire que c'est l'impôt de production, enfin, ça peut être des impôts de production, enfin, ça c'est à vous de décider, ça serait peut-être aussi la décarbonation, parce que puisqu'on taxe la carbonation, on peut aussi aider à décarboner. Enfin, je veux dire, on peut aussi... moi, je pense que d'ailleurs, c'est un message que tout ce qui est... Je pense que le sujet des taxes carbone, dans beaucoup de pays du monde, y compris chez nous, est un sujet extrêmement complexe, parce que tout le monde, maintenant, il voit, je dirais, une façon des États de prendre, de combler leur déficit, quoi. Je pense que c'est un très bon outil. Il serait sans doute plus acceptable pour beaucoup de gens si on faisait un lien entre la taxe et, je dirais, le retour consistant à financer la décarbonation, les rénovations de logements. Enfin, si on arrivait à réaffecter ce type d'outils, je pense qu'il serait plus acceptable pour beaucoup. Et c'est un message général. Je pense que des taxes spécifiques, si on arrive à les réaffecter à l'objet de la taxe, ça peut être vertueux et ça serait un moyen d'embarquer tout le monde, y compris les concitoyens, dans ce genre de démarche. Après, je ne vais pas renier votre objectif qui est de baisser les impôts de production, j'en ai parlé. Est-ce que c'est cette taxe-là plutôt qu'autre chose? Ça, je pense que c'est un choix collectif de taxation, donc je ne ferai pas de lien. Donc, sur la dernière idée, je dirais, on en est loin dans ce qu'on veut faire. Moi, je répète ce que j'ai dit, avant d'enlever toutes les trajectoires de quotas gratuits tous les industriels européens, assurez-vous que cette fameuse MACF fonctionne, quoi, hein, que c'est pas une Maginot, parce que là, ça va être plus sanglant, quoi, voilà. Est-ce que je peux répondre à vos 3 premières questions? Merci beaucoup. Une ou deux questions très courtes avant de passer la parole au rapporteur. D'une part, vous nous avez donné le comparatif sur les prix du gaz. 10 € du mégawattheure aux États-Unis et environ 40 € du mégawattheure en France, en Allemagne, en Belgique, si je ne m'abuse. Quel était le prix sur le continent européen avant le début de la guerre en Ukraine? Il était de 25. D'accord, 25. Très bien. À peu près le double de l'Europe, un peu plus que le double, 25. Et est-ce que vous pouvez nous faire vous avez mentionné la CSRD, la CS3D. On a beaucoup parlé de l'angle de la complexité pour vos entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot qui a été mentionné par d'autres personnes auditionnées dans cette enceinte, de la difficulté et surtout de la problématique de mettre à disposition de vos concurrents qui ne sont pas soumis à la CSRD d'informations précieuses concernant votre business model ou certaines de vos activités sensibles? Est-ce que vous avez été confronté à cet enjeu ou pas vraiment? À ce stade-là, d'abord c'est la première année, donc on n'a pas pu remplir toutes les données, parce que moi quand on me demande par exemple d'appliquer des normes européennes à l'ensemble des pays du monde dans lequel je suis, à mesurer des polluants, d'ailleurs dont je découvre l'existence, on les mesure pas partout dans le monde, on n'a pas l'opposition, je ne peux pas remplir toutes les cases de la CSRD. Après, je vais vous dire, je pense ça aurait été totalement catastrophique si on était allé au CSRD sectoriel. Puisque les CSRD sectoriels, pour avoir regardé de près ce qu'on nous demandait de faire, là, on était en train de livrer la totalité des informations de notre outil industriel à nos concurrents. Il se trouve que, suite au mouvement omnibus ou minibus, on a décidé qu'on mettait de côté les CSRD sectoriels seraient arrêtés. Bon, alors du coup, j'ai un peu moins à râler. Je pense qu'on a en partie répondu à la question. Maintenant, encore, je veux dire, je crois que nous, on n'a pas pu remplir toutes les données, et pourtant, on y a mis à peu près 100 personnes dans l'entreprise pour essayer de rassembler les données, dont honnêtement, le document à la fin, moi, je l'ai regardé, parce que ces reporting peuvent être intéressants pour un PDG. On apprend des choses sur une entreprise, je ne nie pas. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Soit on nous a demandé de reformater les trucs qu'on savait, soit il y a des choses qui ne nous servent pas. Je pense que la deuxième idée dans Omnibus, qui est de réduire le nombre de points de contrôle, de je ne sais plus combien il y en a, 800 ou 900, on va voir, parce qu'il y a un débat, est-ce qu'on va finir à 100, à 200 ? Ça serait bien qu'on simplifie vraiment. Voilà, donc je trouve que là-dessus, s'il y a moins de données, on répondra à l'objection que vous venez de faire, et surtout, il faut absolument éviter une espèce au nom de la transparence, parce que la transparence c'est bien, mais elle est pour tout le monde, quoi, y compris effectivement pour les concurrents. Bon voilà, donc à ce stade-là, je ne peux pas considérer qu'on est encore versé dans ce travers. Mais parce que c'était la première année, on n'a pas encore pu tout décrire, et puis parce qu'on n'est pas allé sur le sectoriel, et que je comprends qu'on devrait redevenir un peu plus raisonnable sur le nombre de paramètres et de points qu'on aura à remplir. Dernière question pour ma part, avant de passer la parole au rapporteur Alexandre Loubet. Quel est le premier bilan que vous faites de la loi Industrie verte sur 2 points? Vous avez mentionné le succès du CIR pour les activités de R&D en France.
Est-ce que vous êtes bénéficiaire sur une part de vos activités du crédit impôt industrie verte, d'une part? Deuxième point, vous avez évoqué les délais d'installation, de construction, d'extension de vos fermes solaires. Vous avez émis la comparaison entre les 24 mois pour implanter ce type de ferme solaire en France et de 6 mois aux États-Unis. 48 et 6. 48, pardonnez-moi. Et 6, 24, c'était pour l'Allemagne, c'est ça? Concernant vos autres activités industrielles, considérez-vous que la parallélisation des procédures qui a été actée dans la loi industrie verte bénéficie à l'accélération de votre implantation sur le territoire français? Est-ce que vous estimez que pour le coup cette loi a pu être utile à vos activités sur le territoire national? À ma connaissance, on ne bénéficie pas du crédit d'impôt industrie verte. Enfin, je ne l'ai jamais vu dans aucun des dossiers, donc peut-être que c'est trop neuf pour qu'on en bénéficie, mais je n'ai pas cela en tête. Tout ce qui peut permettre, je vous l'ai dit, guichet unique, moi je préfère guichet unique que parallélisation de plein de procédures, parce qu'à la fin c'est quand même beaucoup de dossiers. Mais enfin, oui, si ça se met en œuvre, et je pense que vous allez chercher à encadrer les délais également, ça sera bien. Un des sujets qu'on a d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné dans mon introduction, un des sujets que je l'ai mis, mais qu'on a également en France, au passage, c'est non seulement, je vous l'ai dit, les permitting, mais après les procédures de recours qui se multiplient dans le pays et qui sont longues. Quand vous empilez les 3 niveaux de procédure administrative à 2 ans en moyenne de délai, vous avez 6 ans de procédure de recours. Je vous ai dit qu'il y avait 4 ans d'instruction, 4 plus 6 égale 10. Il y a un certain nombre de pays européens qui sont plus efficaces et notamment qui ont décidé d'encadrer les délais, et non seulement les délais, mais également les cas de recours, c'est-à-dire que pour éviter des recours, je dirais, quelque part un peu abusifs. Là où aujourd'hui, je comprends qu'il y a à peu près 10 000 recours en France en jeu, vous en avez un peu moins d'1 millier en Allemagne. Donc il y a un sujet quand même également, je pense, d'encadrement de ces processus qui se multiplient. Hein. Tout le monde a le droit, on est une démocratie. Après, la question, c'est jusqu'où devons-nous faire durer le plaisir dans tous ces sujets, sur tous ces sujets de recours judiciaires. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je n'ai pas assez la pratique de la nouvelle loi verte pour vous répondre précisément. Donc je préfère, comme j'ai juré, je préfère ne pas vous induire en erreur par ma réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Pardon. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pouyanné, permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est un honneur pour nous de vous recevoir. J'appartiens à une circonscription que vous connaissez. Je l'ai découvert en regardant rapidement votre biographie, étant donné qu'apparemment vous avez passé quelques années de votre scolarité à Forbach. Or, ma circonscription est celle de Saint-Avold, qui se trouve juste à côté, dans laquelle se trouve la plateforme de Carlin, où évidemment Total Energy est particulièrement présent, notamment au travers d'une des plus grandes usines de production plastique d'Europe, mais également au travers de centrales à gaz. Par conséquent, je sais combien votre groupe participe tout d'abord, et ce malgré des contestations militantes que je regrette sincèrement, votre groupe participe tout d'abord au rayonnement de la France dans le monde, mais également à... je dirais, structurer des territoires entiers comme le mien. Et à ce titre, je tiens à vous en remercier. J'ai un écueil en revanche, c'est que malheureusement, à mes yeux, la réglementation, la législation et les politiques de la France vous éloignent de plus en plus de notre pays. Et c'est un véritable regret parce que malheureusement, je crois que la France est en train de se priver de magnifiques atouts. Et justement, je souhaiterais qu'on évoque un atout en comparaison avec la situation des États-Unis. La politique énergétique aux États-Unis est en voie de dérégularisation dans une optique de baisse des prix, notamment en produisant davantage d'hydrocarbures. La France dispose de gisements gaziers notamment. Malheureusement, une loi, notamment en 2017, la loi Hulot, visait à mettre fin à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels ou non dans notre pays. Ma question est la suivante. De votre point de vue, est-ce que la France est entrée dans une phase de naïveté? Et est-ce que, selon vous, la France se prive de véritables atouts qui permettraient, d'une part, d'assurer une partie de notre... en tout cas, de renforcer notre indépendance, notamment au regard de la Norvège ou des États-Unis, mais aussi de bénéficier de prix beaucoup plus attractifs pour son industrie, mais également pour les particuliers, l'offre et la demande. Il n'y a pas d'offre sans demande, nous le savons. Selon vous, première question, la France est-elle naïve de se priver de cet atout au travers notamment de cette loi? Deuxième question, quel regard
portez-vous sur un rapport qui avait été remis à Arnaud Montebourg lorsqu'il était ministre à Bercy en 2014, me semble-t-il, et qui, a priori, estimait à plus de 200 milliards d'euros de rente l'exploitation des gisements gaziers français sur une trentaine d'années, avec des méthodes écologiques, c'est-à-dire sans fracturation hydraulique. Quel regard portez-vous sur ce rapport et quel regard portez-vous également sur les méthodes d'exploitation sans fracturation hydraulique pour pouvoir bénéficier potentiellement du gaz dont la France dispose? Et enfin, dernière question dans cette série, avez-vous des estimations de gisements dont la France disposerait, notamment en termes de gaz? Je vous remercie pour vos premières réponses. Voir, monsieur le rapporteur. Sur ce sujet-là. Bon, d'abord, un point sur les États-Unis. Il est clair que la situation n'a rien à voir. Les États-Unis regorgent de ressources pétrolières et gazières, et c'est pas, au passage, c'est pas les politiques actuelles qui vont augmenter la production, parce que quand on fait baisser le prix du pétrole, en général, aux États-Unis, vu qu'il coûte cher à produire, la production va baisser. Donc, méfions-nous des slogans. Ça, je vous garantis qu'aujourd'hui, mes collègues américains, ils sont en train de réduire le nombre d'appareils de forage quand ils voient le pétrole baisser à $60. Parce qu'à ce moment-là, ils sont très loin de leur point mort. Ou ils sont au point mort. Bon. La France, moi, si l'enjeu était aussi important, je pense que vous auriez entendu le PDG de Total Energy parler plus fort au moment de la loi de 2017. Si je n'ai pas parlé, c'est parce que les enjeux ne nous paraissaient pas à la taille de ce que les gens rêvent. Et c'est un peu le problème de la prohibition, c'est que quand on prend une loi de prohibition, du coup, on génère des fantasmes dans l'esprit de tout le monde. Je suis très contre ces notions de prohibition, je pense qu'il faut laisser les gens libres. Non, monsieur le rapporteur, je suis désolé, il n'y a pas, de ce point de vue-là, d'énormes gisements de gaz en France. C'est pas vrai. À l'époque, on évoquait d'aller faire des recherches de gaz de schiste, mais aucun des pays européens, et on n'avait pas le meilleur sous-sol dans lequel on en parlait. Rappelez-vous de la Pologne, on n'a pas trouvé. On en a trouvé, mais on n'a jamais été capable de le produire de façon économique. Parce qu'en fait, il n'y a que les Américains et un peu les Argentins qui arrivent. Il faut des centaines d'appareils de forage, il faut un écosystème, il faut des gisements. Les gisements en Europe sont souvent trop profonds. Donc pour plein de raisons techniques, non, je suis désolé, là-dessus on ne peut pas rêver. On n'a pas sous nos pieds les gisements de gaz qu'on espérerait avoir. Donc je ne... C'est pas un sujet qui me paraît matière à ouvrir. Je pense qu'on a d'autres atouts en France sur l'énergie, c'est le nucléaire. Bon, je n'y suis pas parti, donc je le dis, parce qu'il se trouve que c'est pas moi. Donc, et j'y interviendrai pas. Mais je pense qu'en l'occurrence, là où on a perdu un peu de temps dans le pays, c'est assurer la relève des centrales nucléaires de façon à garder la filière. Ça, je pense qu'on a passé une vingtaine d'années. Enfin, mon collègue d'EDF le dira mieux que moi, mais je pense que ça, c'est un sujet qui est plus problématique aujourd'hui, parce que rattraper le retard, ça se fait pas. Sur la partie gaz, non, et je ne connais pas le rapport, mais honnêtement, on s'est intéressé également, puisque vous parliez de la région, il y a eu tout un mythe, ça fait partie des mythes du gaz de houille dans l'est de la France. Bon, c'est microscopique tout ça. Enfin, je veux dire, et si on l'a pas regardé, c'est parce qu'on l'a regardé, parce que bien évidemment, on s'éloigne pas de la France. Je peux vous dire que dès qu'il y a un sujet en France, comme j'ouvre le journal tous les matins, mes collègues reçoivent des commentaires de ma part. Donc quand je vois un gisement d'hydrogène blanc ou un truc de houille, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc bien évidemment. Et je peux vous dire que j'ai des ingénieurs qui se passionnent absolument pour tous les sujets. Après, il faut juste qu'on a posé la question, arriver à le refermer. Mais il se trouve qu'on l'a regardé, que ce sont des tout petits volumes. Donc ça pourrait alimenter, en l'occurrence, et comme ça le fait dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque j'ai aussi officié dans ma carrière dans le Nord-Pas-de-Calais, le chauffage des maisons, des vieilles maisons, des houillères, oui, on peut alimenter par du gaz de houille, mais ça va pas plus loin que ça. C'est local. Donc honnêtement, je pense que c'est pas la voie pour assurer l'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique, pour moi, elle est nucléaire. Elle peut être énergie renouvelable. Après, c'est un choix qu'on fait collectivement. Là, vous avez deux ressources qui peuvent, en se combinant, et de ce point de vue-là, la France a des atouts importants qu'on peut cultiver. Donc voilà comment je vois le sujet. Oui, pardon. Je vous remercie. Je souhaiterais connaître votre avis, votre regard sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été présentée par le gouvernement, mais également sur le dispositif qui a vocation à remplacer le dispositif de l'ARENE. Vous en avez parlé. L'un des atouts de l'ARENE, qui avait malgré tout ses défauts, ses lacunes, mais l'un des atouts de l'ARENE était effectivement de pouvoir fournir à un public limité une énergie à prix, une énergie décarbonée, puisqu'électronucléaire, à prix constant, prévisible dans le temps et relativement bas, même si ça a pénalisé évidemment EDF. Quel est votre avis sur le mécanisme de remplacement de l'ARENE et sur la PPE? Je vous remercie.
La PPE, je ne sais pas trop. Enfin, c'est un texte qui est en débat. Ces lois de programmation, encore une fois, je pense que à l'échelle de la France, il y a un sujet qui est encore une fois la trajectoire nucléaire. Il y a après un débat à avoir collectivement, parce qu'on est quand même un des pays, le 5e pays le plus décarboné au monde. Je n'arrête pas de le répéter dans tous mes discours. Et on a accepté, avec cette position-là, de faire le même effort proportionnel que des pays qui le sont moins. Puisqu'en Europe, on a décidé que tous les pays, y compris, je ne sais pas, je peux citer un pays comme la Pologne, qui a du charbon, on doit proportionnellement faire le même effort alors qu'on est bien plus décarboné. Ça me paraît être un vrai sujet qui est fait qu'on s'oblige dans notre pays à investir des milliards pour aller chercher des pouillèmes de CO2. Pardon, les pouillèmes, c'est du CO2, hein, je ne renie pas. Alors qu'en fait, peut-être qu'il faudrait mieux les mettre à aider nos amis polonais à accélérer. Je veux dire, ça serait peut-être plus utile pour le climat, en tout cas. Donc là-dessus, on a un sujet collectif qui est, à mon avis, quelle est la vraie stratégie qu'on veut. Et je trouve qu'on a quand même une tendance parfois, à travers ces PPE, à vouloir jouer les bons élèves. Bon, les accords de Paris ont été signés à Paris, donc on se doit d'être exemplaire, mais l'exemplarité nous coûte cher par rapport, encore une fois, à notre position en termes de niveau de décarbonation. Or, à la fin, c'est quand même les valeurs absolues qui comptent, c'est pas simplement. Donc, quand je vois de temps en temps la Commission dire la France va pas assez vite, par exemple, je pense d'ailleurs qu'il y a une erreur de fait aujourd'hui collectivement. Je ne comprends pas pourquoi on a des textes européens qui nous obligent à avoir des moyens. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un pourcentage d'énergie renouvelable? À la fin, ce qu'on doit faire, c'est baisser les émissions. Baisser les émissions. Si on exprimait toute cette politique européenne en réduction d'émissions et laissant les pays choisir leurs moyens pour atteindre la réduction des émissions, je pense qu'on ferait... Et je le dis aussi pour les entreprises. Et je le dis pour les carburants aériens. Je ne vois pas pourquoi le texte sur les européens sur les carburants aériens, il devrait dire, vous devez réduire de 30% les émissions des carburants aériens. Il nous dit, vous devez faire des fuels synthétiques en 2035 pour X%. Je ne savais pas que vous étiez tous compétents pour dessiner la technologie. Non, mais je pense que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Revenons à du bon sens. Fixons-nous des objectifs de réduction. Discutons-les en fonction des points de départ. Et puis, laissons chacun des États, chacune des entreprises, atteindre son objectif. Enfin, je pense qu'il faudrait repenser ce sujet-là. Et c'est, à mon avis... Et la PPE subit cette contradiction parce que la PPE, elle veut à la fois réduire les émissions, mais elle a un cadre européen. Il faut atteindre X% de renouvelables, il faut atteindre X% de biogaz ou je sais pas quoi. Enfin, on décline tout et du coup, on a un package qui, à mon avis, n'est pas optimal économiquement pour... à un moment où le coût de l'énergie est un sujet majeur, je pense qu'on devrait pouvoir réfléchir collectivement, finalement, et il y a plein de rapports, c'est où qu'on met notre argent le plus efficacement pour baisser les émissions. Et par exemple, j'aime bien le biogaz, mais je peux vous dire que c'est une des énergies, l'énergie la plus capitalistique au monde. Alors après, il se trouve que grâce à ça, on aide nos agriculteurs. Enfin, après, il y a peut-être d'autres moyens. Enfin, je veux dire, je pense que ça mériterait qu'il y ait une réflexion. Alors c'est compliqué parce qu'à chaque fois, on a tendance sur l'énergie à couper le problème en rondelles de saucisson. On doit y avoir une politique nucléaire, puis une politique pétrolière, puis une politique de renouvelable. Non. À la fin, pour les consommateurs, pour les industriels, ce qui compte, c'est le prix de l'énergie, et donc d'avoir une politique collective. Voilà ce que et c'est un sujet sur lequel... Donc la PPE, elle est sous cette contrainte européenne qu'il est compliqué, encore une fois, qui me paraît induire des effets qui ne sont pas idéaux. Votre deuxième question, c'était, pardon, j'ai oublié, PPE et... Bon, écoutez, moi je suis désolé, enfin je le comprends pas trop, enfin je pense que, enfin je suis, non, je pense honnêtement, d'abord l'Arenh, c'était pas que les industriels, hein. L'Arenh, avec 120 TWh, les particuliers en bénéficiaient largement, puisque il y avait une partie, en gros une vingtaine de TWh ou 30 pour les industriels, et le reste, c'était via les distributeurs d'électricité qu'on le redonnait. Et on le redonnait à l'euro près, hein, je veux dire, là-dessus, c'est totalement traçable, puisqu'il se trouve qu'on avait racheté Direct Énergie dans nos comptes. On voit parfaitement comment on utilisait l'Arenh. On avait un volume d'Arenh, on allait acheter l'électricité sur les marchés où on le produisait nous-mêmes, et puis c'est complètement péréquation, enfin, les trucs est totalement auditable, et bien évidemment, il était hors de question de... Donc tout le monde en bénéficiait. Et en fait, l'idée cachée derrière, et je suis un peu étonné d'ailleurs dans le débat actuel, où j'entends beaucoup de gens dire il faut abandonner le marché de l'électricité européen de tarification au coût marginal. On ne comprend pas pourquoi il faut tarifer au coût marginal. Moi, j'avais appris à l'école que c'était les marchés efficaces, mais... et en fait, l'Arenh, c'était finalement quoi? C'était en fait... sur le nucléaire français qui faisait quand même 75% d'électricité, dire,
eh ben, ce paquet-là, je ne vais pas le tarifer au coût marginal du gaz, justement. Je l'extrais du coût marginal et je décide qu'un volume significatif va être tarifé. Alors, est-ce qu'il était à 42 suffisant ou est-ce qu'il doit être à 55 ou à 60? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Le nouveau système n'a pas pris en compte cette dimension-là. En fait, il a pris en compte, et je reconnais des qualités à mes collègues d'EDF, profondément l'intérêt de l'électricité de France. C'est plus l'État actionnaire d'EDF qui a agi en disant on va établir un système, je ne sais pas d'où est sorti de 70 €, enfin, qui est d'ailleurs élevé, on le voit bien pour les industriels, puisqu'il est trop élevé, mais il est aussi élevé au passage pour les particuliers. Enfin, faut pas qu'on se trompe tous, hein, il est élevé pour tout le monde. Donc j'ai l'impression qu'on a des arbitrages rendus, répondaient à la demande de l'entreprise, parce qu'il faut financer les centrales nucléaires, etc. Donc il y a une équation multiple. Je ne sais pas en quoi... en tout cas, pour l'instant, d'ailleurs aujourd'hui il ne fonctionnerait pas vraiment le mécanisme puisque l'électricité est plus bas, mais je pense qu'on a voulu... enfin, on a complètement changé d'hypothèse et honnêtement, j'ai du mal à comprendre comment, d'un côté, on vote une loi où finalement on dit c'est le marché qui va jouer, puisque le plafond haut, et de l'autre côté, la représentation nationale s'exprime régulièrement contre la tarification au coût marginal. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre la logique des deux systèmes. Enfin, je pense que de ce point de vue... C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dire que moi, je trouvais qu'un manque... En plus, on est quand même en mai 25, on ne sait toujours pas comment tout ça va fonctionner. C'est quand même, honnêtement, c'est un vrai problème, mais y compris... Alors, il se trouve que l'électricité est plutôt bas en ce moment, donc nous, on est en train d'en acheter pour couvrir nos clients résidentiels, de façon à les faire profiter de l'électricité bas l'année prochaine pour essayer de protéger les clients résidentiels. Mais on ne va pas s'inscrire dans le mécanisme actuel qui n'est finalement... La loi qui a été votée, c'est en gros, on fait confiance au marché et on protège sur des prix hauts. En gros. Voilà, en gros, ce que vous avez voté. Est-ce que ça répond à la demande industrielle électro-intensif? La réponse est non. Voilà. D'où le fait que pour l'instant, on n'a pas signé de contrat autre. Merci, Monsieur le Président. Ce que je vous propose, chers collègues, c'est qu'afin qu'on puisse avoir plusieurs tours de questions, on va prendre deux collègues simultanément, afin que Monsieur le Président puisse répondre à l'ensemble des questions. Je commence par Monsieur Cordier et ensuite Monsieur Michaud. Ensuite, dans la prochaine, Monsieur Fernandez. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, d'être présent au sein de notre commission visant à établir les freins à la réindustrialisation. C'est son titre, ça ne vous a pas échappé. Je suis député du département des Ardennes, du groupe Les Républicains, je vous le précise. Merci, Monsieur le Président. Les normes. Non, je ne crois pas que vous ayez, comme notre collègue, des origines dans les Ardennes, Monsieur le Président, mais si vous voulez venir chez nous pour créer quelques dizaines d'emplois, on sera heureux de vous accueillir. Mon père était douanier, donc j'ai fait le tour de la France. D'accord. D'accord. Oui, je voulais vous parler, Monsieur le Président, des normes. Si demain, à l'occasion de votre retraite, vous étiez ministre de l'Industrie, peut-être que ça vous arrivera, vous savez... on verra ce que l'avenir nous réserve, mais je voulais savoir, Monsieur le Président, quelles normes vous auriez à supprimer en priorité pour effectivement qu'en France, au sein de ce marché européen et de ces contraintes européennes, on ait la possibilité, non pas forcément d'avoir davantage de liberté, même si, étant issu de la droite républicaine, je suis un libéral, mais je crois aussi beaucoup en l'État, parce que dans des territoires comme les nôtres, Monsieur le Président, dans le département des Ardennes, mais c'est vrai aussi pour mon collègue de Forbach, Saint-Avold, eh bien, si l'État n'était pas là, ce serait un petit peu compliqué pour des territoires comme les nôtres, où la croissance économique et les implantations d'entreprises ne se font pas naturellement. Je voulais savoir, Monsieur le Président, quelles normes vous auriez à supprimer pour, j'allais dire, que la création d'emplois, la création d'entreprises puisse être de nouveau au goût du jour, puisque cette commission vise justement à essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que dans notre pays, on crée davantage
qu'on crée bien entendu de la richesse et donc des emplois et donc faire en sorte que dans nos territoires, notamment ceux qui connaissent le plus de difficultés, on puisse vous accueillir plus facilement. Je voulais avoir un petit peu votre sentiment à ce sujet, pas forcément au niveau environnemental, parce que j'ai eu l'occasion en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères un jour de vous auditionner et effectivement vous en avez pris plein la tête, Monsieur le Président, pas par des gens de ma famille politique mais par d'autres. C'est vrai que ça n'a pas été forcément très agréable pour vous, mais voilà, ici on est là pour réfléchir, essayer de trouver des solutions et je crois que vous pouvez vous aussi à votre niveau nous apporter quelques éléments si vous demain vous deveniez ministre de l'Industrie. Je vous remercie. Après votre déclaration de candidature, Monsieur Michaud du groupe UDR. Merci, Président. Une question assez courte, Monsieur le Président de Total. S'agissant des chaudières à biomasse, un sujet très particulier. Aujourd'hui, on voit que l'État décide un jour de se mettre dans l'électrique. Alors, on importe des panneaux photovoltaïques de Chine. Après, on dit, on va peut-être faire des éoliennes. Donc, ça y est, on importe des éoliennes de Chine. On va essayer de stocker tout ça peut-être dans des batteries qui viennent aussi souvent du même endroit, de Chine. La solution est assez facile, mais en réalité, la dépendance, on a une dépendance industrielle. Il y a une nouvelle lubie qui démarre déjà depuis quelques années, puisque je travaille dedans, c'est tout ce qui touche autour des chaudières à biomasse. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'est dit, il faut être écolo, donc on va brûler des résidus de biomasse, donc des cuillères, des palettes, tout ce que vous voulez. Donc il y a des gros projets qui ont été montés dans cette orientation-là. Et en réalité, c'est assez bizarre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réseau de la biomasse en France, contrairement au Danemark, en Allemagne, et il y a des millions, des milliards qui ont été mis là-dedans, en se disant, pour finir, il n'y a peut-être pas de réseau de biomasse, et puis ça nous fait importer des arbres d'Amazonie, avec des super tankers qui crament du gasoil et tout ce que vous voulez, là, et on est tout content de cramer des arbres d'Amazonie dans nos chaudières à biomasse, et on se donne une bonne conscience écolo. Qu'est-ce que vous en pensez, finalement, de cette orientation vers la biomasse ? Je trouve que j'ai décidé que Total Energy ne faisait pas dans la biomasse chaudière. Bon, voilà, parce qu'après avoir regardé le dossier, mes collègues sont venus m'expliquer qu'il fallait qu'on achète des scieries en Bourgogne. J'aurais dit tout ça me paraît compliqué, je ne voyais pas l'effet d'échelle. Et or, nous, on est bon quand on fait des choses grandes en grande échelle. Et donc, je leur ai dit, moi, écoutez, ce business, je comprends, mais c'est local et je ne vois pas comment on va faire des effets d'échelle. Bon, puis s'il faut remonter la filière, la scierie, c'est sympa, mais il faut remonter dans la forêt, dans le bois. Bon, c'est quand même des économies qui ne sont pas les nôtres. Et effectivement, j'ai découvert à cette occasion-là que, en fait, on a une belle forêt en France, mais l'économie de la forêt ne permet pas, française telle qu'on est organisée, on n'a pas les filières pour faire du gros. Et je ne sais pas si ça vient d'Amazonie ou ça vient plutôt du Canada ou de Finlande, où là, il y a des vrais... Les exploitations, enfin la forêt est une source est exploitée de façon à faire cela. Donc je reste effectivement, moi la chaudière à biomasse n'est pas une voie qui pour notre pays m'a paru prioritaire et donc finalement, alors bon, comme on vend tout et qu'on a des clients, on fournit des pellets dans nos stations-service, etc. Mais je suis pas, et puis comme j'ai vu que ces pellets on les importait de droite et de gauche, je dis bon tout ça va encore se transformer en greenwashing, donc laissez-moi sous ça, laissons limiter. Soyons un peu raisonnables, ça ne m'a pas paru la voie prioritaire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Votre question est passionnante. En fait, je veux dire, moi je pense qu'il faut faire confiance aux industriels. Ils sont responsables et libres, donc j'aurais tendance à reprendre ces credos. Alors une fois, bon, je suis ministre de l'Industrie, je ne sais pas si c'est l'ambition, enfin sans doute un beau poste, hein, j'en fais confiance à celui qui le détient. Le ministre de l'Industrie s'occupe surtout d'éviter, à mon avis, que les entreprises ferment, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je sais pas, c'est pas facile. J'aurais tendance à, je pense que la politique, faut s'attaquer à des symboles, donc pour montrer qu'on change. Honnêtement, je sais que je vais faire hurler, j'hésite parce que je sens que mes commentaires vont être repris, mais moi, je supprimerai la loi sur le devoir de vigilance et les ZAN pour montrer à tout le monde que j'ai envie de changer et que je vois autre chose. C'est peut-être pas aussi, mais c'est des symboles qui traduisent aujourd'hui le fait qu'on n'a pas envie profondément d'industrie et d'investissement. Voilà comment je les vois. Encore une fois, je comprends les sous-jacents, les deux. Et je trouve qu'on va trop loin dans ces textes à vouloir normer, réguler et rendre et judiciariser. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est pas, j'en prends deux, j'ai pas réfléchi à la question avant de venir, j'en prends deux qui me traversent l'esprit parce que j'ai réfléchi un peu en venant. Et parce que le président a dit qu'il voulait écarter la directive européenne sur le devoir de vigilance, je me suis dit, mais il pourrait écarter aussi la loi française, au passage. Comme ça, au moins, on remettrait tout à zéro, quoi. Voilà. Non, mais
je pense qu'il y a des choses il faut marquer les gens pour montrer. Ce qu'on a réussi à faire, d'ailleurs, objectivement, tout ce qui a été fait sur la stabilité fiscale depuis 2017 a plutôt été bien fait, à attirer les investisseurs, notamment des investissements internationaux. Donc on arrive à le faire. Et en fait, après, l'autre message, c'est qu'il faut éviter d'en rajouter à chaque fois, quoi. Et si on pouvait déjà éviter d'ajouter des nouvelles normes, je sais que c'est un vœu pieux, mais je pense que, en l'occurrence, c'est aussi ça qui fait... on a une tendance à vouloir empiler les textes, les décrets, les règlements, et on s'y perd nous-mêmes, quoi. Bon, peu mais bien, ça me paraîtrait notre politique. Donc c'est la première mesure que vous prendrez. Oui, j'en sais rien. Je pense, comme je ne suis pas vraiment candidat, comme je l'ai déclaré dans un journal, non, comme je ne suis pas candidat, je suis très bien PDG de Total Energy, je n'ai objectivement pas passé de temps à réfléchir à cette question. Et la question de M. Michaud sur la bio... J'y ai répondu. J'ai répondu. Non, je pensais même pour compléter, parce que pardon, je pensais qu'il y avait aussi la question... Tobat, parfait. Monsieur Fernandez et Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pouyanné, ma première question portera sur la faiblesse du pouvoir d'achat, notamment pour les bas salaires, qui peut freiner la réindustrialisation dans notre pays. Vous avez touché en 2024 un peu plus de 1,5 million d'euros en fixe, auquel il faut ajouter un variable d'environ 2,7 millions d'euros. Vous venez de dire qu'en politique, il fallait s'attaquer à des symboles. Or, on se souvient que vous êtes exprimé l'année dernière contre une augmentation du SMIC à 1 600 euros net par mois, incluse dans le programme du nouveau Front populaire qui a remporté les élections législatives, considérant que cette mesure relancerait le chômage dans le pays qui, malheureusement, s'aggrave tout seul sans cette hausse du SMIC. Vous gagnez donc en un mois ce qu'un smicard à 1 600 euros mettrait plus de 2 siècles à atteindre. Dès lors, ne pensez-vous pas que la réindustrialisation du pays passerait aussi par une meilleure justice sociale de nature à relancer la consommation intérieure ? J'enchaîne. Ensuite, lors de son déplacement fin avril à Mayotte sur un tout autre sujet, Emmanuel Macron a évoqué l'idée de faire de Mayotte une base arrière de Total pour ses exploitations de gaz au Mozambique, citant les infrastructures comme le port de Mayotte qui permettrait de renforcer la place de l'île dans la région du canal du Mozambique avec des perspectives en termes d'hydrocarbures qui sont inédites, a-t-il affirmé, citant Total Energy. La réindustrialisation de la France passe effectivement aussi par la reconstruction de Mayotte après le dramatique cyclone Chido. Et vous aviez annoncé le redémarrage du projet Mozambique LNG, bloqué depuis la tragique attaque terroriste de Palma en 2021. Mais il manquerait encore les accords du Royaume-Uni et des Pays-Bas comme financeurs potentiels, car ces pays interrogent encore les liens entre Total Energy, la Joint Task Force et l'armée du Mozambique. Ma question est donc de savoir si vous étiez au courant que des soldats mozambicains étaient accusés de crimes par les populations locales, notamment par leur implication alléguée dans les massacres dits des containers. Je ne doute pas, Monsieur le Président Pouyanné, que vous souhaitiez que toute la lumière soit faite sur ces faits, y compris pour rassurer l'ensemble de vos financeurs potentiels pour Mozambique LNG. Mais alors, quel degré de confiance accordez-vous aux autorités mozambicaines pour enquêter sur ces faits ? Et ne pensez-vous pas qu'une enquête internationale sous l'égide de l'ONU serait plus pertinente ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Fernandez. Monsieur Tanguy. Comme vous le voulez. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous... Monsieur Tanguy, allez-y, puis comme ça on fera le lot. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Pouyanné. Merci d'être présent avec vos équipes. J'ai plusieurs questions, donc je serai très rapide et je ne ferai pas de commentaires. Sur la réindustrialisation, nous avions échangé ensemble lors de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. J'avais comparé l'exemple américain après les attentats du World Trade Center, contre le World Trade Center, d'une volonté de déployer les capacités fossiles des États-Unis. Alors certes, ça n'a pas spécialement protégé leur industrie, mais enfin ça a protégé leur économie de manière massive. Donc ma question, c'est, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on entend que l'électrification, c'est la voie vers la réindustrialisation. Bon, moi, sur le principe, je n'y suis pas opposé dans un monde idéal. Visiblement, ça ne marche pas. Donc, concrètement, est-ce que c'est possible en Europe de maintenir une industrie, voire d'en récupérer une, sans utiliser encore pour quelques années des énergies fossiles, en tout cas le temps que l'industrie propre soit opérationnelle. Visiblement, elle ne l'est pas, en tout cas à des coûts abordables pour les consommateurs et les classes moyennes et populaires européenne, dont le pouvoir d'achat effectivement s'est effondré, mais c'est pas de la faute de votre salaire. Ce serait trop simple. Deux, je suis très étonné, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai pas eu de réponse de votre cabinet. La représentante de Total au Conseil supérieur de l'énergie a voté en faveur
de la PPE 3, alors que cette PPE est on ne peut plus hostile à votre entreprise, mais enfin bon, du mon point de vue aussi à l'intérêt national évidemment, et notamment qu'elle acte un prix pour les 10 prochaines années 50% supérieur pour le gaz et le pétrole. Alors moi j'avoue que je comprends que le lobby des renouvelables vote une motion pour dire que le Parlement ne doit pas s'exprimer sur la PPE et que les hauts fonctionnaires doivent imposer une PPE qu'ils ont pondue dans le dos des politiques. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi vous l'avez soutenu au Conseil supérieur de l'énergie. Surtout par rapport au discours que vous avez tenu aujourd'hui. Troisième question, sur l'état de l'outil industriel en France. On est extrêmement inquiet de l'état de la raffinerie de Donges. Comment est-ce que la représentation nationale peut aider Total à mettre en état cette raffinerie, ou qui est responsable là-dedans finalement? Est-ce que vous avez sous-investi, ou est-ce que c'est les normes ou les critères qui font que Donges est dans cet état inquiétant, mais aussi un état de sous-production latent, on ne peut pas dire évident. D'une manière générale, je sais qu'il y a des conditions techniques, notamment la part de ce qu'on peut sortir dans un litre de pétrole brut, de diesel et d'autres combustibles, mais bon, la dépendance aux importations de produits de produits pétroliers qu'on savait fabriquer en France est quand même très inquiétant aujourd'hui, dépendance extérieure. Donc comment on peut aussi, on a encore besoin de carburant, donc comment on peut les transformer en France? Ça, c'est de la réindustrialisation concrète. Encore une question, Total était un grand acteur de la chimie. Vous êtes largement désengagé depuis des années, et bien avant vous, de la chimie. Bon, on voit bien qu'il y a quand même un grand problème pour maintenir la chimie en Europe et en France. Quel est votre regard là-dessus? Comment maintenir une chimie souveraine dans des démocraties avec un certain nombre de normes environnementales, évidemment, mais enfin, qu'est-ce qui relève de la vraie norme, qu'est-ce qui relève de l'excès? En tout cas, vous êtes désengagé de la chimie, c'est bien qu'il y avait un problème pour maintenir sa rentabilité, ou en tout cas que vous paraissez que c'était plus un métier historique que vous deviez exercer, alors que pour moi, ça l'est. Enfin bon. Dernière question, Total est le dernier grand acteur français à savoir rendre des chantiers d'infrastructures majeures en temps et en heure. Le terminal méthanier de Dunkerque, à ce titre, est comme un exemple de réussite logistique et de construction, de tenue dans les délais, de tenue dans les coûts. J'aimerais que toutes les entreprises françaises sachent faire cela. Comment expliquez-vous que vous avez réussi cette performance là où d'autres mettent 15 à 20 ans pour faire des chantiers qui ne sont pas identiques, mais enfin qui sont comparables, mais aussi votre capacité à le faire ailleurs, avec des chantiers absolument exceptionnels, notamment en Russie, dans des conditions difficiles, où pareil, vous tenez d'une manière générale les délais, aussi bien dans le temps que dans les coûts, une fois plus, ce qui paraît en Occident l'exception, malheureusement, pas la règle. Or, on ne peut pas réindustrialiser, améliorer les conditions de vie de nos compatriotes si la moindre infrastructure ou la moindre usine, au-delà des délais techniques, mettent 10 à 15 ans à être fournie. Je vous remercie. Question, je vais essayer d'aller... Bon, d'abord, je me suis prononcé, et je l'applique chez Total Énergie, aucun salarié n'a moins que 2 000 € bruts chez Total Énergie. Voilà. Donc, au nom de Total Énergie, j'applique des politiques qui fait plus que 1 600 € net, pour être clair. Donc, je suis cohérent avec ce que je dis. Après, la question qu'on m'a posée ne concernait pas Total Énergie, donc ne concerne pas mon salaire, qui n'a absolument rien à voir avec le sujet de l'industrialisation en France. Il concernait l'ensemble des entreprises françaises. Et ce jour-là, je répondais plutôt en tant que citoyen du pays, enfin entrepreneur citoyen, plutôt que Total Énergie. Donc, je sais ce que je fais chez Total Énergie, j'assume les politiques, parce que Total Énergie a les moyens de le faire. J'ai répondu que je pensais, d'ailleurs, le patron du MEDEF avait soutenu cette position, qu'à partir du moment où on voulait, on remontait le SMIC de façon trop rapide, trop élevée, on risquait effectivement des emplois négatifs. Bon, après, on peut contester la position, mais en l'occurrence, je peux réaffirmer la politique que j'applique chez Total Énergie, et mon salaire a peu de choses à voir avec cela. Deuxième question, Mayotte, le Mozambique. Bon, je ne pense pas que le lien de savoir ce projet Mozambique et la réindustrialisation de la France est un lien. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question devant une commission d'enquête où j'ai juré, donc je pense que je ne vais pas répondre à la question. Mais en l'occurrence, oui, je fais confiance aux institutions d'un pays comme le Mozambique. Oui. Et je pense que nos démocraties s'honoreraient de faire confiance à tous ces États-là. Et arrêter de faire du néocolonialisme comme on veut le faire en permanence. Et de leur donner des leçons. Je pense que là où on a intérêt à travailler, et je me suis moi-même engagé auprès du président du Mozambique, pour lui dire, je veux que la justice de votre pays fonctionne. On a aussi fait appel à la Commission nationale des droits de l'homme qui fait son enquête.
Je pense qu'on fera progresser l'ensemble de ces pays si on fait confiance dans leurs institutions et pas si on passe leur temps à leur donner des leçons comme on le fait sur beaucoup de sujets. Voilà ce que je pense du sujet. Donc oui, je fais confiance aux institutions du Mozambique qui font leur enquête et qui rendront leurs conclusions. En l'occurrence, je vous confirme que Total Energy n'a rien à voir avec l'armée du Mozambique. Et que dans ce dossier, les gens qui font passer des allégations fausses, j'aimerais bien qu'elles mettent les preuves sur la table. Elles n'en ont porté aucune. Donc je sais bien qu'on est au temps des réseaux sociaux et qu'il suffit de dénigrer des gens pour que ça devienne une vérité. Et en l'occurrence, regardons ce que la justice fera et dira. Voilà. Donc je sais ce qui a été fait par les équipes de Total Energy. Et c'est pour ça que le sujet, puisque vous avez abordé, qui est plus intéressant, de Mayotte, effectivement, les autorités françaises nous ont demandé de voir comment, puisque nous allions investir dans un projet de près de 20 milliards de dollars au Mozambique, est-ce qu'il n'y avait pas matière à avoir des retombées sur Mayotte? Ce qui me paraît honnêtement une question normale. Et il se trouve que le PDG de Total Energy étant français, il a accepté de regarder la question. Mon collègue américain qui co-investit par ailleurs sur le même site, je ne suis pas sûr qu'il se pose la même question. Donc on a regardé ce qu'on pourrait faire et on a des idées d'ailleurs de base arrière sanitaire. Parce que dans la zone du Mozambique où on est, il n'y a pas de grande ville. Donc on imagine investir, on a proposé d'investir dans des blocs qui peuvent aider l'hôpital de Mayotte à se moderniser, et ils en ont besoin. Donc ça, c'est parce qu'on se dit que finalement la distance en cas d'évacuation sanitaire sur hélicoptère, en cas d'accident, peut être praticable. Et on regarde effectivement avec des entreprises, notamment Technip Energy, voir si le port de Longoni pourrait servir de base arrière pour des gens qui fabriquent divers équipements pour le site. Voilà ce qu'on regarde. Encore une fois, ça me paraît, si on peut y arriver, on a des discussions pratiques sur le sujet, si on y arrive, ça peut contribuer à redonner à Mayotte une certaine activité, je serais heureux de l'avoir fait en tant que PDG de Total Energy. Ensuite, vous m'avez posé des questions. Alors, une question... Bon, d'abord, je n'ai pas de cabinet, monsieur Tanguy. Il se trouve que je n'ai pas de cabinet, j'ai une secrétaire, 2 secrétaires, mais il n'y a pas de cabinet chez moi, donc mon cabinet... Grâce à vous, je découvre aujourd'hui que nous sommes membres du CSE. Je ne savais pas qu'une entreprise privée comme Total Energy était membre du CSE. Je découvre même, grâce à vous, le nom de nos représentants. Écoutez, je confirme les propos que j'ai tenus tout à l'heure. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Mais vous voyez, c'est une grande entreprise où on ne peut pas... Il se passe beaucoup de choses dans l'entreprise. Tout ne remonte pas, heureusement d'ailleurs, tout ne remonte pas au président directeur général, heureusement. Ensuite, vous m'avez demandé... Il y a une question qui était assez générale, en fait. La première question, qui était finalement... et en fait, elle m'intéressait votre question, parce que finalement, c'est la question de la stratégie qu'on mène. La stratégie de Total Energy, c'est quoi? C'est on continue à produire, à développer du pétrole et du gaz, et en même temps, on investit dans les énergies décarbonées. Et je n'arrête pas de répéter que tant qu'on n'aura pas construit le système mondial d'énergie décarbonée ou le système français d'énergie décarbonée, on ne peut pas s'arrêter d'investir dans du pétrole et du gaz pour l'instant. Pourquoi? Parce que malheureusement, ces énergies-là, si on ne fait rien, les gisements déclinent naturellement. Donc c'est clair que la transition, le mot transition est important. Mais il n'y a aucun moyen de croire qu'on peut... arrêter d'investir dans l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui tant qu'on n'aura pas construit le système décarboné. Et on en est là. Alors, la France en est peut-être plus proche que d'autres pays, parce qu'il se trouve qu'on a le nucléaire décarboné. Donc, en fait, quand on regarde le mix français, il n'est pas si loin que ça d'atteindre rapidement un niveau de décarbonation élevé. Et donc, de sortir, je dirais. Mais ce n'est pas le cas au niveau global, ni européen d'ailleurs, ni planétaire. Et vous avez ajouté un mot majeur qui est le mot abordable. En fait, la vraie difficulté de cette transition énergétique, c'est que personne, ni les industriels dont j'ai parlé aujourd'hui, ni les particuliers, n'est prêt à payer son énergie plus chère. C'est un bien fondamental, un bien essentiel. Et effectivement, nous allons, au fur et à mesure qu'on va vers des énergies, on va à des énergies moins denses qui coûtent plus cher. L'énergie solaire, les gens vont dire, elle coûte pas cher, le solaire est gratuit et le coût marginal est faible. Oui, sauf qu'elle est intermittente et que ça marche pas tout seul. Et que moi, je suis obligé, pour mes clients, d'investir dans des énergies solaires et éoliennes et dans des centrales à gaz pour arriver, à la fin, à donner une électricité qui soit disponible 24/24, 7 sur 7. Et donc, l'idée du coût marginal du solaire ne fonctionne, ce n'est pas la réalité du système électrique. On a besoin d'avoir un système qui soit capable de délivrer en permanence une énergie et qui doit être abordable. Alors, abordable, ça suppose du temps, ça suppose de progresser. Il y a des énergies où on progresse vite, d'autres où c'est un peu plus compliqué.
Donge, il se trouve que je viens d'investir, nous venons d'investir 500 millions d'euros dans Donge pour moderniser Donge. Le programme d'investissement, c'est achevé. L'usine est ancienne, oui, elle s'arrête un peu trop souvent, je suis bien d'accord avec vous. Et on regarde ce qu'il faudrait y faire, mais enfin, j'espère elle devrait redémarrer. D'ailleurs, il y a eu des investissements faits également pour pérenniser Donge en permettant à la voie ferrée de contourner l'usine et de plus de la traverser, puisque c'était un vrai problème qu'on investit dans cette usine. Donc nous avons l'ambition de maintenir Donge à flot. On vient d'investir 500 millions d'euros pour la moderniser, pour lui permettre d'ailleurs de produire de l'essence aux normes européennes, puisque Donge était essentiellement une raffinerie à l'export, et ce qui lui posait des sujets de marge. Donc j'espère que l'ensemble du personnel de Donge sera mobilisé pour faire fonctionner cette raffinerie au mieux. On partage cette ambition. La chimie, il se trouve qu'on n'a pas abandonné la chimie, on a créé une société qui s'appelle Arkema, qui marche plutôt bien. On a gardé chez Total Energy en 2006, puisqu'on fêtera les 20 ans d'Arkema l'année prochaine. On a gardé ce qu'on appelle la pétrochimie, c'est-à-dire ce qui est directement lié au raffinage, et on fait des plastiques, en fait. On est devenu un producteur de plastique. Alors, on est le 10e producteur de plastique au monde, je crois, au 10 ou 11e. Arkema a été sorti. Pourquoi ? Parce que le portefeuille de l'entreprise devenait trop gros. Arkema, d'ailleurs, je pense que c'était une bonne décision, parce que l'entreprise réussit plutôt bien, a su prendre les décisions qui s'imposaient, totalement indépendamment de nous, bien évidemment. Donc je dirais, là-dessus, nous ne redeviendrons pas chimistes, nous sommes toujours pétrochimistes. Alors, dans ces métiers-là, à quoi fait face l'Europe ? Elle fait face à ce que j'ai dit tout à l'heure. La pétrochimie européenne fait face à peu près au même mal que j'ai dit. Une pétrochimie, elle fait face à un coût du travail plus élevé, elle fait face à des normes environnementales, je vais y revenir, plus élevées, elle fait face à une énergie plus chère. Il y a eu un appel à Anvers, d'ailleurs, sur un site pétrochimique adressé par l'ensemble des industriels européens à Mme von der Leyen sur le sujet. Quand je dis les normes environnementales, vous comprenez, quand je vois qu'aujourd'hui, la Commission européenne veut étendre REACH à l'ensemble des plastiques, et qu'on nous explique que ça va simplifier la vie, donc dorénavant, il va falloir qu'on classifie tous les plastiques qu'on produit. Moi, je ne comprends plus ce qu'on veut faire. Alors, on fait face en plus sur la pétrochimie européenne, on vient à une concurrence majeure de l'étranger, soit d'ailleurs qui vient pas mal d'Amérique, parce que l'Amérique a beaucoup investi dans la pétrochimie. Elle espérait exporter en Chine, je trouve que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Donc les produits américains viennent chez nous, ils bénéficient d'une matière première moins chère, et donc oui, la pétrochimie européenne est en difficulté, et Exxon a arrêté son cracker en Normandie. Nous, j'ai pas choisi, nous on l'a pas fait en France, on vient d'en arrêter un à Anvers. Il se trouve qu'on a décidé au contraire de préserver la pétrochimie que nous avions en France, sans doute parce que notre nationalité influence nos décisions également, pour le bien. Voilà ce que je peux vous dire sur la chimie, mais ça serait bien que sur cette affaire d'étendre REACH, au moment où on dit qu'il faut simplifier et que je vois qu'on veut aggraver le poids pour les industries chimiques européennes en étendant REACH à tous les plastiques, je pense qu'on n'est pas cohérent. Dernière question. Est-ce qu'on sait construire des chantiers ? Oui, sauf qu'il y a deux savoir-faire chez Total Energy, historiquement. Cette entreprise a créé son succès. Bon, d'une part, on a des bons géologues et des bons ingénieurs réservoirs qui trouvent des gisements, mais d'autre part, on sait, oui, notre métier, c'est de construire des grands projets. Ça, c'est clair. C'est un des atouts. On construit en ce moment une dizaine de grands projets dans le monde, entre 15 et 20 milliards. Donc, j'ai des équipes de gestion de projets. Nous sommes des ensembliers de projets. Et d'ailleurs, on s'efforce effectivement de tenir les délais et les coûts. C'est une des savoir-faire de cette entreprise que l'on applique en France lorsqu'on y a des chantiers, et puis à l'international, et je dirais qu'on entretient à l'international. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre rapidement à toutes vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Weber, du Rassemblement national. Et ensuite... Oui, là ça fonctionne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, directeur général du groupe Total Energy. Moi, je vais essayer de très court, on est en fin d'audition. Un premier point, la part de l'actionnariat français au sein de votre groupe a fortement diminué, si ce n'est à ce dernier semestre. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue de directoire pour demain,
Et d'un point de vue de choix stratégique, ça pourrait avoir une influence demain sur le groupe Total Énergie de recentrer par exemple ses investissements sur des secteurs différents de ce qui était depuis des dizaines d'années. Et dans un deuxième point, vous avez abordé lors d'une audition récente que vous trouveriez normal qu'une entreprise qui a bénéficié d'aides publiques et qui retrouve, on va dire, très bonne fortune, puisse rembourser les aides perçues. Je ne ferai pas un parallèle avec ArcelorMittal qui a eu des années de bénéfices très très importants. Par contre, j'ai une question dans cette lignée. En cas de surprofit, qu'est-ce que vous avez une position sur le rachat d'actions et son éventuelle taxation pour être socialement responsable? Merci, Monsieur le Président. J'ajoute une question du rapporteur, peut-être. Peut-être répondre, puis je... Ok, allez-y, monsieur. Non, honnêtement, il y a deux choses à regarder. Il y a la nationalité d'actionnaire, encore une fois, ce sont des investisseurs mondiaux, et puis il y a la gouvernance de l'entreprise. La gouvernance de l'entreprise, c'est la nature de son conseil d'administration. Si vous regardez bien le conseil d'administration de Total Énergie, et le PDG que je suis et l'administrateur référent qui m'accompagne, vous verrez qu'il y a 6 Français, 5 internationaux. Donc, voilà. Et non, mais c'est nous qui le décidons, c'est nous qui mettons au vote, c'est nous qui proposons. Honnêtement... Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas faire de fantasme. Cette affaire est totalement, je dirais, après, si je me retrouve avec 80% d'actionnaires internationaux, effectivement, on peut dire... Mais c'est pour ça que je regrette ce qui se passe. Hein. Au clair, je ne me réjouis pas d'avoir vu l'actionnariat français fondre à cause des histoires de SG et d'ISR. Je pense que c'est une profonde erreur collective, parce qu'en plus, tout ça aurait pu prendre plus de temps. Mais c'est des choix qui sont faits. Moi, en l'occurrence, je fais ce que je peux pour les convaincre, et je les vois souvent. Évidemment, j'y arrive moins que sur d'autres investisseurs. Mais là-dessus, il ne faut pas... n'allons pas trop loin. L'entreprise est implantée, son siège est à Paris, et son président, directeur général et son comité exécutif savent ce qu'ils doivent faire pour assurer la suite. Remboursement des aides, je me suis échangé lorsqu'il y a retour à bonne fortune, je n'ai pas dit simplement retour à bonne fortune. Les surprofits, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un surprofit, moi je connais les profits mais je ne connais pas les surprofits, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi je connais les profits, et qu'est-ce qu'on fait quand on a des profits? On peut en faire plusieurs choses, ce qu'on a fait nous en 2022, on a d'abord désendetté l'entreprise. La première priorité, quand j'ai eu effectivement des profits très élevés en 2022, on a désendetté l'entreprise. Donc on a un groupe de taille mondiale qui a une dette extrêmement limitée. Ça, c'était notre priorité, conforter l'entreprise. On a augmenté nos investissements, notamment dans la transition énergétique. On a atteint 4 ou 5 milliards par an, beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu dans nos plans, parce qu'on avait plus d'argent. Et puis, à la fin, on a fait un dividende exceptionnel, parce que le bon moyen de rémunérer, le meilleur premier moyen des actionnaires, c'est les dividendes. Et puis, on peut éventuellement racheter les actions. Est-ce qu'il faut taxer les rachats d'actions? Si vous taxez trop les rachats d'actions, vous l'avez fait l'an dernier, plus que les États-Unis d'ailleurs, malgré ce qui a été dit en France, puisqu'en fait le taux de taxation qui a été voté par le Parlement n'est pas de 1%, mais il est de 1,6%. La formule était plus compliquée, mais quand on fait les calculs, moi je vois ce que je vais payer cette année. Honnêtement, si vous l'augmentez plus, on arrêtera les rachats d'actions. Si on arrête les rachats d'actions, et puis on désendettera plus l'entreprise. C'est simplement, je peux vous le dire, la conséquence pratique, c'est que le cours de Total Énergie baissera. Et qu'on aura plus d'actionnariat international. Donc vous n'aurez pas rejoint le premier sujet, parce que si le cours baisse, il y a des entreprises des investisseurs qui aiment bien le pétrole et le gaz, qui considéreront que l'entreprise sera bonne à prendre. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne m'étais pas prononcé contre la taxe sur les rachats d'actions à partir du moment où on le payait sur le marché américain. Je ne voyais pas pourquoi on ne le payerait pas ici. Donc j'espérais qu'on s'en tiendrait au 1%. C'est un peu plus élevé. Ce n'est pas une très bonne idée que d'augmenter cette taxe demain. Elle pourrait nous pousser à faire autre chose. Merci. Or, c'est un sujet de compétition contre nos concurrents. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est le capitalisme tel qu'il fonctionne. Encore une fois, dans notre allocation de capital, je suis clair, c'est la dernière partie du sujet. Ce que j'affirme devant tous les actionnaires investisseurs, c'est d'abord, il y a dividendes, on investit dans l'entreprise, on désendette l'entreprise, et s'il nous reste quelque chose, on fait des rachats d'actions. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Dernier point, pour expliquer ce que c'est, ce n'est jamais que préparer la croissance du dividende de l'année suivante. Parce que c'est ça que je fais systématiquement. Ce n'est que ça. Nous rachetons 5% et on augmente le dividende de 5% parce qu'on a moins d'actions. À dividende, à dépenses constantes, on augmente le dividende. Voilà. Mais la priorité, c'est l'ordre que je viens de vous donner. C'est pas donc. Et le conseil d'administration de Total Énergie veille à ce que d'abord on investit et s'il y a des surplus en plus, on les aura pas cette année vu le prix du pétrole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur.
Je vous remercie. Il nous reste 5 minutes. Je vais essayer de vous poser des questions très brièvement. Quelles conclusions, nous, représentants au sein de l'Assemblée nationale, devons-nous tirer de la cotation de Total Energy à New York? Première question. Deuxième question, lors de votre audition au Sénat, vous vous êtes prononcé en faveur d'une clause de retour des aides publiques lorsque le bilan des entreprises qui en ont bénéficié s'améliore. Je souhaiterais avoir un commentaire de votre part sur ce point. Et dernière question, de votre point de vue, en France, est-il rentable pour un énergéticien comme vous de développer des énergies renouvelables si, je pense notamment aux intermittentes éoliennes et photovoltaïques, si elles ne bénéficiaient plus de subventions publiques? Je vous remercie. New York. Bon, d'abord, nous sommes déjà cotés à New York. Il n'y a rien de nouveau. On l'est depuis 30 ans, cotés à New York, à travers un instrument qui s'appelle l'ADR. Le dossier, ça consiste simplement à transformer les ADR en actions ordinaires, parce que les Américains, parce qu'un ADR, il y a un coût de gestion pour les investisseurs américains. Il n'y a pas de double cotation. Il n'y aura jamais de double cotation. C'est les mêmes actions qui simplement bougeront, seront cotées en continu entre la France et les États-Unis. Le marché d'introduction de l'action restera Paris. Et donc, tout ça a donné lieu à beaucoup de mythes. Mais en fait, quelque part, c'est simplement pourquoi ce sujet, pourquoi transformer les ADR en actions? C'est simplement qu'il y a plus d'investisseurs américains qui achètent du Total Energy. C'est aider la liquidité du titre de Total Energy, mais encore une fois, le marché directeur restera Paris. Aujourd'hui, les ADR représentent 10%. Donc on parle de 10% du capital. On ne parle pas de la majorité. Et ce ne sera pas une double cotation qui consisterait à casser le capital en deux. On ne fera pas ça. Premier point. Donc pourquoi? Parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus d'actionnaires français, et malheureusement c'est de l'autre côté. Clause de retour, avance remboursable. Vous m'avez demandé tout à l'heure ce que je ferais ministre de l'Industrie. Je pense que je verrai à mettre des avances remboursables à peu près sur toutes les aides que je ferai. Parce que je pense que c'est très sain quelque part. L'avance remboursable, ça ne veut pas dire qu'on va le rembourser, ça veut dire que si le projet fonctionne. Et moi, je trouve que c'est très bien que l'État puisse aider à un certain nombre de politiques, d'innovation, etc. Ça me paraît mettre le pied à l'étrier, ou bien quand les temps sont très mauvais, comme ça a pu être le cas catastrophique en du Covid, l'État aide pour sauver les emplois, etc. Après, simplement, l'idée que si ça marche mieux que prévu, quelque part, il y a des clauses d'avance remboursable qui reviennent, moi, me paraît, encore une fois, je considère que les impôts, c'est l'argent des Français, et que moi, je suis une entreprise privée, je peux avoir besoin de soutien pour lancer les projets, et donc, mais je reviens, je fais le lien avec vos énergies renouvelables. Ça existe, les énergies renouvelables. Moi, j'ai fait le bilan, et je l'ai dit à vos collègues de la commission du Sénat. Quand je fais l'intégrale sur les années 20-24 de ce que j'ai reçu, j'ai payé autant à l'État quand le prix de l'électricité était trop haut, le contrat de l'État est plutôt bon, j'ai dû rendre à l'État le surplus par rapport au prix garanti. Donc, il y a eu une clause j'ai été capé, entre guillemets, le surplus. Je ne sais pas si c'est ce que vous voudriez pour mes rachats d'actions, mais ça a été capé. J'ai dû le rendre à l'État. Et en fait, quand je regarde ce que l'État m'a donné sur 20-24, c'est à peu près neutre. Donc le système, encore une fois, il y a un mécanisme. Oui, on en bénéficie quand les prix de l'électricité sont très bas, parce que ça permet d'atteindre une rentabilité garantie, mais on le rend. Après, mon point de vue, c'est qu'on peut s'en passer à un moment. Le Total Energy, je ne suis pas un grand fan de tous ces contrats soutenant les renouvelables. Je pense qu'aux États-Unis, je n'ai pas de contrat qui soutient les renouvelables, mais j'investis du coup dans des batteries. J'investis dans des fermes solaires, je mets des batteries, et puis après, je suis sur le marché. Alors, j'essaye de vendre une partie de mon électricité à des industriels pour garantir qu'ils aient bien, eux, de la visibilité. Donc, en fait, je me comporte dans un marché libre où je prends mes fermes renouvelables. Et en gros, notre stratégie, c'est on essaie d'en vendre 70% du volume à des industriels sur des prix qui nous donnent une visibilité. Et il y a un marché qui s'est développé aux États-Unis. Alors certes, il y a un peu de fiscalité, je peux y revenir, mais à côté, je laisse le reste de mon électricité, je le vends sur le marché. Ça fluctue, des fois c'est très bon, des fois c'est moins bon. Donc je pense qu'on est à un stade où on pourrait imaginer, et ça nous a incité à quoi? À investir dans des batteries. Parce que si j'ai pas les batteries, si je vends mon électricité à midi quand tout le monde et le prix est négatif, je peux vous dire, je prends des bouillons. Donc en fait, tous mes investissements américains, et ils sont importants d'énergie renouvelable, s'accompagnent de batteries, et puis à moi de me débrouiller dans un marché ouvert. Alors il y a un soutien quand même, il ne faut pas le négliger, fiscal des États-Unis, qui d'ailleurs est assez amusant, parce que ce qu'ils ont inventé, c'est des crédits d'impôt qui sont transférables à d'autres. Donc en fait, il y a un marché du crédit d'impôt, bon, c'est là où on pousse loin le modèle, mais donc je pense qu'on peut imaginer à un moment aller vers ce modèle-là. Notamment, c'est plus capitalistique, c'est moins protecteur. Les petits développeurs renouvelables ont horreur de ça.
Mais il se trouve que moi, je suis pas. Nous, on est plutôt une entreprise d'énergie et qu'on veut chercher dans des volumes, etc. Et on a des clients. Donc, je pense qu'à un moment, on n'est pas loin de pouvoir basculer, mais il y a un certain nombre de pays qui basculent vers ces modèles-là. Donc après, c'est des choix collectifs. Je suis sûr que mes propos vont pas être très soutenus par l'Association des énergies renouvelables. Mais encore une fois, c'est deux business très différents. Soit vous, et à ce moment-là, il faut d'ailleurs que les subventions de l'État limitent leur rentabilité. Mais moi, je ne vise pas d'obtenir 6 ou 7% de rentabilité sur mes investissements. Ce que fait quelque part les subventions de l'État à travers les mécanismes creux, etc. Là, nous, on cherche, et donc on aime bien le marché, on est prêt à prendre des risques dans le marché. Voilà, donc plusieurs points de vue entre taille des industriels sur ces sujets-là. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Merci, Monsieur le Président. Je crois que notre audition touche à sa fin en temps et en heure. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous pouvez bien sûr, votre équipe, compléter nos échanges, soit via le questionnaire qui vous a été envoyé, soit en envoyant au secrétariat, que je remercie par ailleurs pour l'organisation de cette audition, tout document que vous jugerez utile à cette commission d'enquête. Chers collègues, la séance est suspendue pour quelques minutes. Je vous remercie.